j'appelle aussi parfois le luxe objectif. C'est-à-dire que c'est du luxe, ça veut juste dire qu'on pourrait s'en passer, mais c'est objectif parce que ça nous permet d'économiser de l'énergie. Par exemple, relativement à la nourriture, qui est l'exemple classique, je suis à distance de la nourriture que je veux consommer. Je suis à distance sociale, distance économique, mais à la base, je suis à distance géographique de la nourriture en question. C'est-à-dire qu'il faut que je négocie ne serait-ce qu'avec l'espace. Donc il faut que je fasse un effort. Donc par conséquent, le premier niveau, donc, qui est le désir de survie, c'est que je vais faire cet effort pour me nourrir, pour me reproduire. Donc vous pouvez dire que la nourriture, la sexualité, le désir de survivre, c'est la base. Puis le désir de survivre mieux ou de vivre, c'est le fait que, par exemple, je vais y aller en vélo, ou je vais y aller en voiture pour aller chercher ma nourriture. Donc vous voyez, si je suis déjà dans le rapport à l'espace, je vais économiser objectivement du temps, je pourrais faire autre chose. C'est du luxe parce que je pourrais m'en passer, j'aurais pu y aller à pied, mais en même temps, c'est du luxe qui procure une économie d'énergie personnelle objectivement même quantifiable. Puis le troisième niveau, le troisième registre, c'est ce que j'appelle le désir d'être. Et le désir d'être, c'est peut-être ce qui nous distingue vraiment des animaux. Je n'ai pas le temps de refaire tout mon cours d'anthropologie, je ne sais pas si vous avez suivi le cours d'anthropologie sur la question de ce qui distingue l'homme de l'animal, etc. Mais en tout cas, le désir d'être, c'est ce qui, à mon sens, est le propre de l'humain, c'est-à-dire le fait que l'humain, c'est un être qui a besoin de se raconter pour exister. Il a besoin de se raconter, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires, d'où le rapport au religieux, le rapport à la croyance. D'ailleurs, les croyances religieuses sont toutes fondées sur ce qu'on appelle des mythes. Et il faut prendre au premier degré ce qu'est un mythe. À la base, un mythe, c'est une histoire. Et donc, l'histoire, elle a une autre caractéristique. Je tiens à cette notion de narration, parce que ça a une autre caractéristique. La narration, ça ne peut exister que dans la continuité. Comme vous le savez, lorsque vous racontez une histoire, ce que vous voulez savoir, c'est la suite. Et la suite, vous ne pouvez la savoir que si vous savez ce qui s'est passé avant. Et même le plaisir de la narration est lié à l'identification, à ce rapport à la continuité, ce rapport à la suite. Vous voyez, ce rapport à ce qu'il y avait avant et à la suite. On le voit dans les séries, par exemple. Et d'ailleurs, les religions, qui sont en quelque sorte la mise en situation, on pourrait dire, filmique de notre vie, mais de façon ultime, eh bien, les grands mythes donc, des religions fonctionnent en racontant l'avant-avant, sur les cosmogonies, qui racontent ce qu'il y avait avant pour faire comme si notre vie collective et individuelle était dans la continuité de quelque chose, et l'après-après, c'est ce qu'on appelle une eschatologie, une histoire sur les fins dernières, qui donne lieu d'ailleurs dans le cinéma à toute une série d'extrapolations eschatologiques, la fin de la fin, ce qu'il y a après la fin, etc. Donc, il faut retenir qu'il y a deux caractéristiques dans le désir d'être, ce que j'appelle le désir d'être. La première caractéristique, c'est que c'est le désir de continuité. Parce que quand on dit désir d'être, vous remarquerez que c'est pas pareil que lorsque je dis désir de survivre et désir de vivre. C'est-à-dire qu'immédiatement, je désire être, comme j'ai fixé ça comme étant une narration de moi, la narration c'est, je veux savoir ce qui se passe demain. Je veux savoir donc ce qu'il advient de moi demain. D'accord ? Et donc, puisque je veux savoir ce qu'il advient de moi demain et que pourtant je n'y suis pas, donc c'est un autre moi que je projette dans ce demain, mais un autre moi que je suppose être en continuité avec ce que je suis aujourd'hui. Donc je vais finir par dire, je vais finir par inventer la temporalité, par inventer les cycles, par inventer toute une série de choses qui me permettent de me situer dans cette continuité. Autrement dit, le désir d'être, c'est le désir d'être encore. Il est indissociable, il est littéralement tendu par le désir d'être encore. La structure même de l'existence, c'est le désir d'être encore. Et évidemment, le désir d'être encore, si une fois que je le réalise et une fois que je l'ai assumé parce que demain est advenu, il se traduit immédiatement par le désir d'être encore et encore, qui ne peut finalement que se résoudre par le désir d'être toujours. Parce que le désir d'être toujours, c'est le désir d'être encore et encore pour s'exprimer mathématiquement, on pourrait dire, par une suite indéfinie d'encore. Et cette suite indéfinie d'encore, c'est toujours, c'est donc le rêve, ou le rêve, mais au sens le plus profond, le mythe, si vous voulez, de l'immortalité. Et je dirais que le désir d'être, là, pour le coup aussi, c'est sa première caractéristique, sa caractéristique essentielle. On va y revenir en parlant du transhumanisme, qui vise à l'immortalité, ou plutôt l'immortalisation humaine par des moyens techniques.
par différents procédés avec différents imaginaires, que ce soit une immortalisation par la mécanique, par la prothétique, ou par l'informatique, ce qui n'est pas exactement pareil. C'est à chaque fois c'est par la mémorisation, par l'idée qu'on serait mémoire, d'autres fois c'est par l'idée qu'on serait le corps, donc c'est le corps, d'autres fois c'est par le mouvement, enfin il y a une multitude d'imaginaires qui s'articulent là dans le transhumanisme, mais en tout cas, quand on dit que le transhumanisme est en rupture avec ce qu'est l'homme, moi je m'oppose à cette vision déjà des choses, parce qu'en réalité c'est dans la continuité avec ce qui constitue le mythe même de l'homme. Donc je vous disais, c'est la première caractéristique. Le fait, et cette caractéristique, bon, elle se traduit aussi par une deuxième, enfin non, c'est la première caractéristique, il y a une deuxième grande caractéristique, c'est que ce désir d'être, il ne peut exister qu'en constituant un autre moi-même que mon corps physique, puisqu'évidemment mon corps physique, j'observe jour après jour sa désagrégation. J'observe à travers la vision que j'ai de l'autre, ce que j'appelle la mort, donc ce que j'appelle la destruction. J'observe en fait ce monde qui est le monde des limites, qui est relatif à mon désir de survivre et mon désir de vivre. Donc je construis une autre personne. Cette autre personne, elle finit par être un être que je regarde à l'extérieur de moi, comme si c'était plus moi. Comme si je sortais de moi en le regardant, comme étant moi. Ce qui explique, moi j'appelle ça l'être moral. Mais j'appelle pas ça l'être moral au sens de l'être moralisateur. Ça peut être l'être moralisateur. Et c'est l'être moral au sens de, quand on distingue la distinction entre le moral et le physique. Quand on vous dit, ah, j'ai un bon moral aujourd'hui. Ah, j'ai un mauvais moral, pourtant physiquement je me sens plutôt bien, ou inversement. Le moral, c'est cette espèce de postulat selon lequel il y aurait un autre moi-même que ce moi-même immédiatement accessible à travers mon corps, et que cet autre moi-même, c'est quelque chose auquel je peux m'identifier, c'est-à-dire c'est ma véritable identité. Or, vous voyez que dans la notion même d'identité, dans la continuité de la notion de... Suite au prochain épisode, comme ça fait comme une série. C'est parfait. J'espère cultiver suffisamment bien le désir de suite. Vous ferez des raccords, comme vous disait à la télé. Je prends la demande. Je me souviens de ce que je voulais dire. Après, je suis parti dans des trucs et je c'est comme si je repartais à zéro presque dans l'inspiration. Non, c'était sur l'être moral. Donc j'en étais où si quelqu'un suit? L'être moral. Oui, l'être moral. Donc l'être moral, on le repère d'ailleurs, quelqu'un comme Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, a écrit un livre qui s'appelle Soi-même comme un autre. C'est finalement ça. Et qu'est-ce qu'il parle? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il dans cet ouvrage? Et il parle de la narration, justement. Et soi-même comme un autre, c'est quoi? Soi-même comme un autre, se voir soi-même comme un autre, qui est plus soi-même, finalement, que ce soi-même qui n'est pas vraiment soi-même, que notre corps, c'est ce qu'on appelle habituellement notre identité. Et l'identité, c'est pas la singularité, parce que l'homme a horreur de sa singularité. Il a horreur d'une différence qui serait tellement différente qu'elle ne pourrait plus exister dans un rapport à l'autre, donc il ne pourrait plus même être comparé, parce qu'il se sentirait seul. Donc l'identité, c'est être identique aux autres. C'est-à-dire c'est le jeu même des ressemblances d'identité. Et c'est le jeu même des ressemblances non seulement avec les autres, mais c'est le jeu même des ressemblances avec soi-même. C'est l'idée d'être identique à ce qu'on a été, donc c'est la continuité historiale, c'est la continuité de notre narration personnelle. L'homme est obsédé par cette chose. Donc, cette continuité, cet autre lui-même, c'est comme si il se regardait lui-même à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire que l'homme est un exhibitionniste de lui-même. Il est structurellement narcissique. Bon, souvent on m'accuse d'être narcissique. Ça me fait doucement rire, j'aimerais bien savoir qui n'est pas narcissique. Enfin, la structure, le narcissisme, c'est la manière qu'a l'homme, c'est un narcissisme un peu spécifique, de se regarder lui-même à l'extérieur de lui-même, c'est ça Narcisse, regarde son image, et donc cette image d'un seul coup, il dit ah c'est mon identité, mais du coup, cette image elle se traduit par le fait qu'il a besoin de s'habiller d'une certaine manière, il a besoin de se ressembler, de ressembler à ce qu'il désire être, c'est pour ça que je parle de désir, donc de ressembler à ce qu'il voudrait devenir, et regardez les enfants quand vous les interrogez, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, ça veut dire qu'est-ce que tu voudrais devenir, donc déjà c'est la structure historiale, c'est déjà le désir être, chez l'enfant. Et vous voulez quoi être, hein? Vous voulez être ceci, cela, et vous voulez être ceci, cela, vous faites Sciences Po, vous faites je ne sais pas quoi, vous construisez un cursus, et en réalité, vous voyez bien que dans le présent, ce que vous désirez être,
Le futur est déjà présent, peut-être même dans votre manière de vous habiller. Je sais pas moi, un individu qui se destine à l'ENA, vous les voyez à Sciences Po, ils sont déjà habillés comme des pré-ENA, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a cette tension du désir d'être, avec ce dédoublement de soi, qui est en permanence en train d'exister au-delà de soi. Par rapport au devenir, parce que ça ne peut exister que dans la structure du devenir lui-même. C'est le devenir qui tente ça en permanence. Mais il faut y croire. Donc il faut croire à la continuité, donc il faut croire au sens. Donc exhibition. Mais exhibition à ses propres yeux, mais en même temps mise en scène. Parce qu'une histoire qu'on se raconterait à soi tout seul, c'est une histoire qui ne fonctionnerait pas. L'homme ne supporte pas la solitude absolue, la solitude pure. La solitude pure, c'est ce qui dissout notre personnalité. Parce que pour pouvoir se raconter, il faut pouvoir se raconter en même temps. Donc l'homme est un exhibitionniste qui met en scène l'exhibition de soi sur une scène de théâtre qui est la société elle-même. On le voit à travers ce qu'on appelle les statuts sociaux, le prof d'université face aux étudiants, les étudiants entre eux, la mère par rapport au père, le père par rapport à ses enfants. Enfin, on voit que sans cesse, il y a ces mises en scène qui s'articulent et qui permettent à notre narration d'avoir une certaine cohérence, d'avoir cette espèce de continuité. Je suis un père, je suis ceci, je suis cela. Le fait même de donner des noms qui sont des noms de saints, par exemple, dans le christianisme à des enfants, ou de donner des noms maintenant dans des catégories de la population un peu différentes qui sont issues de soap-opéra américains. Et donc on voit les noms américains avec des espèces pareilles. C'est des modes d'identification, c'est pour exister, pour s'identifier à une narration tirée d'une narration de quelqu'un d'autre. Jadis, cette identification, elle se faisait essentiellement par le mythe fondamental. Mais aujourd'hui, il y a pour ainsi dire... Alors les demi. Parce que l'homme de luxe subjectif, comme c'est narratif, on peut parfaitement s'en passer, et parfois c'est même contre-productif par rapport au luxe objectif, par rapport à ce qui est utile. Par exemple, un individu, si on reste sur la nourriture, pour aller chercher sa nourriture, au lieu d'aller à pied, désir de survivre, au lieu d'aller dans une voiture qui rendrait la chose plus efficace, il va y aller dans une certaine voiture et pas une autre. Par exemple, il va y aller dans une Ferrari Testarossa ou dans une Lamborghini. Pourtant, cette voiture, imaginons qu'il vive dans un pays où il y a des chemins qui sont trop ravinés, qu'en plus il y a une limitation de vitesse, donc ça ne change absolument rien, ça lui coûte plus cher. En même temps, c'est même moins luxueux du point de vue objectif parce qu'il est trop grand quand il rentre, il se cogne. Les fauteuils sont en cuir, sont collants, la musique est moins bonne, le moteur est plus fort, c'est plus dur, etc. Mais il y va parce qu'il raconte quelque chose de lui à travers ça. Il raconte quelque chose de lui. Alors il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement du côté de la Ferrari Testarossa, du Marseillais rapidement enrichi. C'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le Parisien du 6e arrondissement, il va pouvoir avoir une 2 chevaux peinte en violet. Ça sera tout aussi classe par rapport à ce qu'il veut dire de lui. Mais en fait, on n'y échappe pas. C'est un peu comme l'individu qui... c'est un peu comme l'individu qui serait timide, on dirait, ah lui, il ne se met pas en scène. Ah non, en fait, la timidité, c'est justement une difficulté à, on pourrait dire, asseoir, imposer, à faire vivre son personnage. Ça ne veut pas dire que le personnage, il n'est pas là. C'est-à-dire que c'est une difficulté à le faire vivre. En même temps, on pourrait dire, non mais lui, il n'est pas timide, il est modeste. Oui, mais la modestie, c'est aussi une mise en scène de soi. Une mise en scène de soi qui peut passer de soi à soi. Parce qu'on se regarde aussi soi-même. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin du spectacle. C'est-à-dire qu'on a besoin du regard de l'autre. C'est un peu comme si les êtres humains, à côté de leur corps physique, avaient besoin d'une projection de soi, qui se projetait même dans la manière de s'habiller, la manière d'être, de façon à exister au-delà d'eux-mêmes dans le regard des autres, au point que d'ailleurs, ce qui fait le plus mal quand quelqu'un disparaît, c'est quand il est plus proche de nous, c'est-à-dire, au fond, quand il nous regardait, c'est-à-dire quand il était attentif à ce que nous étions, et donc il faisait partie de notre scénario, de notre mise en scène, et donc on a l'impression qu'il a disparu, et que c'est vraiment une disparition, une partie de nous, dit-on, qui disparaît. C'est une partie de moi qui disparaît lorsque ma mère disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma mère, c'est peut-être la première à avoir posé son regard sur moi, et donc avoir été constitutive de ma mise en scène. Et donc lorsqu'elle disparaît, comme cette mise en scène, c'est moi à travers elle et elle à travers moi, effectivement, il y a quelque chose de moi qui disparaît. C'est un peu, pour ceux qui sont habitués à ça, c'est un peu comparable à ce qu'on appelle un hologramme. Un hologramme, vous savez ce que c'est? C'est, puisque
on parle de projection là au sens analogique, mais une projection de base, c'est une projection qui s'effectue sur un écran. Donc on a l'écran qui est substantiel et on a l'image qui se projette sur l'écran. Mais un hologramme, c'est différent. C'est lorsque les différents filets de lumière, en se croisant, constituent à la fois la substance, si vous voulez, et l'image, et la lumière. C'est-à-dire que c'est la lumière elle-même qui, en se croisant, finit par constituer une image qui est au milieu de la pièce. C'est un hologramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va dire que l'hologramme, c'est l'ensemble de tous les regards d'autrui qui se sont construits progressivement et qui nous ont fait ce qu'on est. Soit qu'on réagisse à ces regards contre, parce que je veux pas être ça, parce que mon père fume, je veux pas fumer. Mais en même temps, ça peut être je veux fumer parce que mon père fume. Ça dépend de l'image que j'ai, ça dépend le regard qu'il a sur moi. Et puis après, ça se complexifie avec les amis, avec la société, avec tout ce que vous voulez. À la fin, ça fait ce qu'on est en réalité. C'est pour ça que la solitude est absolument impossible. Et que même la solitude, ce que j'appelle la solitude tapissée, c'est-à-dire la solitude de l'adolescent qui s'enferme dans sa chambre, c'est une solitude qui sait que les autres pensent à lui, que les autres le regardent sans le voir. Et donc c'est une solitude où il y a une présence intense, peut-être encore plus intense des autres. Je vous conseille de lire à cet égard le livre de Michel Tournier, Vendredi et le du Pacifique, où ça c'est assez bien, c'est presque une démonstration de ce que je vous dis, où vous avez d'un côté le récit extérieur, c'est un livre sur la solitude, est-ce que la solitude est possible finalement? Et donc dans Vendredi et le du Pacifique, il sort du mythe de l'île, celui qui reconstitue une société industrielle, avec les moyens du bord, mais il montre que d'un côté, quand on est vraiment seul, au départ, on reconstitue, on existe parce qu'on pense que les autres continuent à nous chercher. Donc on se dit, on n'est pas tout à fait mort, parce que si ça se trouve, on n'est pas enterré, on existe encore aux yeux des autres, des yeux qui certes ne nous voient pas, mais nous continuent à nous imaginer. Donc on continue à exister à travers ça. Et donc on continue à survivre, et à vivre, et à être. Et on voit à côté, il y a le logbook, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire intérieure, ce qui lui arrive, et progressivement on voit qu'à mesure que l'espoir de continuer à exister dans les yeux des autres disparaît, lui-même disparaît. C'est-à-dire qu'il se désagrège progressivement, une sorte de régression, presque psychanalytique, qui se met à faire l'amour avec des arbres, d'ailleurs il se fait piquer de sexe par une araignée, en force d'essayer d'embrasser une grosse migane, d'embrasser un arbre. C'est assez horrible. Bon, il fait ce qu'il peut, il essaye de reconstituer l'autrui. Et après, il se dissout dans une combe. Il va dans une grotte et comme s'il rentrait dans le ventre de sa mère, humide, il finit par se dissoudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'ailleurs plutôt, même, on va le laisser parler parce qu'il y a une phrase dans le livre qui dit exactement ce que j'essaye de vous démontrer. Dans le logbook, à un moment donné, il n'est plus personne ne pense que je suis vivant. Pour tout le monde, j'ai disparu. Il y avait encore 5-6 ans, non, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de doute dans l'esprit de qui que ce soit sur cette planète. Mon père, ma mère, tous les gens qui m'ont connu, mon épouse, mes enfants, tout le monde. Donc plus personne ne me cherche, puisqu'il n'y a plus personne qui est même... Je pense qu'il y a une chance de pouvoir me trouver quelque part. Par conséquent, je suis le seul à croire encore que j'existe. Il dit, ça doit être un préjugé. Donc en réalité, j'existe pas. Je crois que j'existe, mais j'existe pas. C'est-à-dire qu'il devient fou, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que regardez, je vous ai regardé. En 2 secondes, vous faites ça, vous avez fait un petit sourire. C'est-à-dire qu'immédiatement, on voit bien que ma présence, elle n'est pas là, elle est au milieu, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est croisé, hop. Si d'un seul coup, au moment où je vous parle, je regarde dans les yeux, vous faites un léger sourire, je vois qu'il y a une mise en scène, que la mise en scène, elle est partout, sauf dans notre corps physique, c'est ce qui se passe au milieu en réalité. Qui fait qu'on est en permanence en train de s'entrecroiser dans le scénario qu'on est en train d'inventer. Vous voyez? Et qui suppose, et qui rêve, et qui est obsédé par la continuité. Par cette espèce de spéculation permanente sur le devenir. Donc c'est les deux aspects, le devenir et la mise en scène, qui suppose absolument autrui. Bonsoir. Oui, c'est ça, on n'a pas vu qu'elle était. Ah non, je pense qu'elle est à la toilette. C'est comme ça que vous entrez? Les deux. Donc, tout ça pour dire que ce que j'appelle moi la structure mythique, maintenant pour entrer en théorie de la connaissance, du point de vue de la connaissance, c'est inhérent à ce qu'est l'humain. Pour des raisons qui tiennent à ce qu'est l'humain de par son degré d'évolution, ce qu'il est du point de vue de l'évolution, et un degré de complexification qui ne peut se satisfaire des 2 premiers niveaux,
pour des raisons qu'on n'a pas le temps de discuter, mais en tout cas pour dire que c'est malgré tout inhérent à une réalité, c'est que nous n'avons pas l'accès au réel. Pourquoi nous n'avons pas accès au réel? Tout simplement parce que ce que nous appelons le réel n'est tout le temps qu'un reflet du point de vue lumineux du terme ou du point de vue auditif. Donc en quelque sorte, nous n'avons, on pourrait dire, par métaphore, que des échos de ce qu'on appelle le réel. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer le réel de la réalité. La réalité, quand on met cette désinence T et, qu'est-ce que c'est? C'est la conceptualisation ou la construction. C'est aussi qu'il y a conceptualisation quand on met T et. C'est un concept. Un concept au sens une conception. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose. On sait d'ailleurs que le cerveau aujourd'hui ne fonctionne pas en assimilant de l'information, mais qui fonctionne au contraire en l'éjectant au maximum. Parce qu'en fait, il y a trop d'informations pour pouvoir se décider. Donc le cerveau, il sert à éliminer. C'est pour ça d'ailleurs que quand on est à vélo, on pense à l'objectif qui est d'aller à un certain point, mais si on enregistrait toutes les informations qui sont en permanence, qui viennent de la plante des pieds, etc., ben, on perdrait l'objectif au sens photographique du terme, et qui est aussi notre objectif au sens de finalité du voyage, et on tomberait immédiatement, parce que c'est pas utile pour nous dans ce voyage de sentir la plante de nos pieds, de sentir toutes ces choses qui pourtant sont perçues. Elles sont perçues, mais elles ne sont pas aperçues. Et pourquoi elles ne sont pas aperçues? Parce que le cerveau les élimine en fonction de l'objectif. Quand on prend de la drogue, contrairement à ce qu'on croit, on ne restreint pas la perception, on l'élargit. Et justement parce qu'on élargit la perception, tous les processus sélectifs qui permettent de distinguer ce qui peut être perçu et pas être perçu, qui nous permettent de nous orienter, sont annihilés, ou une partie de ces processus sont annihilés. Donc on peut sauter par la fenêtre, pas parce qu'on perçoit moins, mais parce qu'on perçoit trop, pour pouvoir hiérarchiser ce qu'on perçoit et distinguer une route plutôt qu'une autre. Vous comprenez? Oui, non. Donc ça veut dire qu'on n'a pas accès au réel parce que le réel est tellement foisonnant, il est infini dans ce qui nous affecte au sens propre, qu'on est obligé de limiter ce qui nous affecte. Il y a d'autres raisons qui tiennent, qui sont des raisons même, on va les dire, plus philosophiques, plus intrinsèques, en dehors de ce qu'est un cerveau. C'est que du point de vue intrinsèque, on ne peut avoir du réel que des perspectives, puisqu'on a toujours une position, et dès qu'on a une autre position, on a une autre perspective. Et les perspectives ne peuvent pas être des perspectives simultanées. Et donc, comme on passe notre vie à construire des perspectives, en réalité, on ne peut jamais tout connaître. Et même dire qu'on connaît tout, ça ne veut rien dire. Vous vous souvenez du paradoxe que j'évoquais en cours, sur on peut tout connaître? Oui. Vous pourriez le dire? Sur le mari trompé qui... Sur le mari trompé. Je veux tout savoir, mais... Exactement, exactement. D'ailleurs, dans le réel, dans le monde, à tel point, c'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'on croit qu'on veut tout savoir, qu'on peut tout savoir, mais en fait, même quand on dit tout, on ne sait pas ce qu'on dit. Et souvent, on dit exactement le contraire. Et je prenais l'exemple, je disais, le mari qui est avec sa femme, bon, le mari part en voyage, et sa femme reste seule. Bon, elle s'ennuie un petit peu, peut-être qu'elle s'ennuie même avec le mari, donc elle profite qu'il ne soit pas là pour s'ennuyer moins. Il y a le facteur qui passe, elle lui dit d'entrer, et puis finalement, elle lui dit, vous prendrez bien un petit café, et puis finalement, bon, normalement, ils finissent par coucher ensemble, et c'est à ce moment-là que le mari téléphone. Et au moment où il téléphone, donc elle est quand même un peu gênée, parce que c'est au milieu d'un jeu d'action dont elle peut-être se sent un peu coupable, possible. Et donc elle essaye de cacher la chose, elle dit non, mais en même temps, Marie, il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange. Il a une sorte de doute. Et donc il revient plutôt que prévu. Entre-temps, l'amant, le facteur devenu amant, s'en va. Et le mari, quand même, il trouve ça suspect. Et donc il lui dit, il commence à s'énerver, il lui dit, je veux tout savoir. Et quand il dit je veux tout savoir, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'il veut tout savoir. Parce que sinon, il lui dirait, ah ben alors là, il s'est passé énormément de choses, effectivement, j'ai fait la vaisselle, j'ai regardé un film, j'ai fait toute une série de choses, etc. Non, en fait, il ne veut rien savoir sauf une chose. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de dire je veux tout savoir, c'était établir une sélection par rapport à mon unique objectif, c'était de savoir juste un seul truc. Le reste ne m'intéresse pas. Et en même temps, en sens inverse, elle va répondre énervée, eh bien, tu ne sauras rien. Et qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle veut dire qu'il ne saura rien? Non, elle veut dire qu'au contraire, justement, elle pourrait tout dire, donc elle dit, sauf une chose. Donc on voit bien que quand on dit je veux tout savoir, tu ne sauras rien, en fait on dit exactement le contraire de ce qu'on prétend vouloir dire. Et c'est exactement ce que font les scientifiques lorsqu'ils disent je veux tout savoir sur la nature du réel. En réalité, ils ne veulent rien savoir sauf une chose, par exemple la structure moléculaire de cette table. Alors qu'en réalité, si je
j'élargis ma perspective, ben, la table, elle est table avec des configurations qui ne sont pas compréhensibles de par sa structure moléculaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'a que des perspectives. On approche le microscope, on voit autre chose peut-être qu'on ne voit pas à distance, mais en même temps on ne voit plus ce qu'on voit à distance, c'est-à-dire qu'on perd de la perspective en en gagnant une autre. Du fait même qu'on perd une perspective en en gagnant une autre, dire que les perspectives sont exclusives, ça veut donc dire qu'en soi, on ne peut jamais connaître le réel en tant que tel. C'est ce que Kant appelait le noumen, la chose en soi, qui ne peut pas être connue. Pourtant, on est obligé de supposer qu'il y a une chose en soi, puisque le reflet, et on perçoit des reflets, ne peut qu'être le reflet de quelque chose. Donc le quelque chose doit être, c'est pour ça que Kant parle de postulat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le savoir, c'est un postulat, mais en même temps, ça ne peut qu'exister. Tout ça pour dire, sans rentrer dans le détail, que c'est la raison, il y aurait encore une multitude de raisons, pour laquelle on n'a pas accès à ce qu'on appelle le réel. Du coup, on n'a que des constructions du réel. Du coup, on ne peut que se raconter des histoires. C'est là où je veux en venir. Mais quand on se raconte des histoires, donc le mythe, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. C'est le contraire. Toute histoire constitutive d'un mythe vivant doit être plausible. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le religieux se recompose à base de mécanique quantique qui nous fait rêver. Parce que c'est plus plausible que les anciens mythes, par exemple les mythes chrétiens, qui ont été attaqués dans leur plausibilité par le darwinisme, par exemple. L'histoire, la narration biblique a été attaquée dans ce qu'est l'homme du point de vue même chronologique par le darwinisme. Du coup, le mythe, le sol, ce que j'appelle le sol mythique, le sol d'adhérence, c'est petit à petit fractionné, fragilisé, mais ça ne veut pas dire que ne se sont pas constitués d'autres mythes qui nous permettent d'exister au-delà de nous-mêmes, à travers la mécanique quantique, des choses qui deviennent plausibles en réalité. Mais comme on n'a pas accès au réel, il ne faut pas se moquer même du New Age. C'est-à-dire que l'homme, entre les deux absurdités que représentent la naissance et la mort, constitue de la continuité qui lui permet d'exister narrativement, mais de façon plausible et cohérente. Donc le religieux, c'est pas ce qui est faux, c'est ce qui est cohérent en réalité. Parce que le religieux qui n'est pas cohérent, il se désagrège, et là c'est une autre notion que je voudrais évoquer devant vous, à l'état de fiction, qui n'est pas le mythe. La fiction, c'est aussi, vous l'avez suivi, je pense, dans mes cours, je dois en parler en théorie, peut-être pas en théorie de la connaissance, je ne sais pas, je pense. C'est ce que j'appelle le conditionnel infantile. J'aime bien utiliser les enfants. Le conditionnel infantile, c'est lorsque deux enfants disent « on dirait que je suis agent secret, on dirait que toi tu es espion ». Ils savent bien que c'est pas vrai. On dirait que, vous l'avez tous fait, on dirait que. C'est ce que j'appelle le conditionnel infantile parce que c'est le conditionnel de la fiction. C'est juste pour jouer, juste pour faire comme si. Mais quand on est dans le mythe, on ne fait pas comme si. C'est un mythe, c'est ce qui fait que j'existe et qui détermine ensuite mes valeurs morales, justement, comment je me comporte, ce à quoi je crois, sans y penser. Parce que quand j'y pense, c'est réfléchi. Et c'est plus efficace. C'est ce qu'on appelle une fiction juridique, qui peut avoir un degré d'efficacité juridique, mais personne n'y croit vraiment. Oui. Donc il ne faut pas entrer dans cette espèce de distinction qui a été inventée au XVIIe siècle et popularisée plus au XVIIIe siècle et généralisée au XIXe siècle, qui est la distinction entre croire et savoir. Dans les sociétés, même encore aujourd'hui dans les sociétés tribales, certaines sociétés tribales, il n'y a pas de mot pour dire qu'on croit, puisque en fait on sait, on agit. Le savoir, c'est un savoir qui est un savoir directement assimilable, directement démontrable en quelque sorte, parce que j'agis. L'idée de croire et savoir, c'est l'idée sur laquelle il y aurait un savoir, une perspective qui serait supérieure à l'autre, qui permettrait de dire que les autres, ils ne font que croire. Alors qu'en réalité, en sens inverse, on pourrait dire que le savoir, c'est une forme de croyance, la croyance dans la rationalité. Cet après-midi, par exemple, lorsque vous m'attendiez en cours, j'étais en train de travailler avec dans une réunion, je pensais avoir reculé le cours, c'est pour ça, sur une partie sur la pensée et le mouvement d'Henri Bergson, qui est le dernier grand livre d'Henri Bergson, où il montre très clairement que la rationalité, ratio ça veut dire diviser, est fondée sur la division du temps, la division du monde, sur des arrêts. C'est-à-dire que la rationalité consiste à percevoir le mouvement comme un ensemble d'arrêts. Mais si vous percevez le mouvement, et ça c'est en théorie de la connaissance, comme un ensemble d'arrêts, une somme d'arrêts, ce qu'on fait en physique, quand on est rationnel, le module est à l'instant T1 ici, à l'instant T2 est là, il n'est jamais à l'instant T2, T3 là, il n'y est jamais, puisqu'il passe. Donc, ce qui compte, c'est la continuité, ce que dit Bergson, c'est la continuité de la transition, sauf que la continuité de la transition, la physique n'en tient jamais compte, elle ne tient compte que des arrêts.
Mais c'est contradictoire avec la notion de mouvement, puisque c'est une somme d'arrêt. C'est l'arrêt ou c'est le mouvement? Si tu parles du mouvement, tu ne parles pas du mouvement à partir d'une somme d'arrêt, quel que soit le nombre. D'ailleurs, ça se traduit par un paradoxe, qui consiste à trouver qu'il peut y avoir chaque fois une autre position entre deux positions, donc un autre arrêt entre chaque arrêt, qui fait que finalement on n'arriverait jamais au bout. On n'arriverait jamais au but. C'est le fameux paradoxe de la flèche de Zénon, qui est un paradoxe sur le mouvement dont on n'est pas sorti. Puisque vous pouvez diviser infiniment la distance, au bout d'un moment il reste toujours une distance dans la distance, donc finalement la flèche elle ne devrait jamais arriver. Pourtant la flèche elle arrive, ce qui prouve bien que notre définition du mouvement par la somme d'arrêt est fausse. Et donc on n'a pas accès au réel, même dans ce qu'on appelle la rationalité. C'est QFD. Donc ça veut dire vraiment que la rationalité est donc une forme de croyance, c'est-à-dire un mythe, mais un mythe plausible et utile pour fabriquer des machines. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est une perspective qui est utile par rapport à un objectif spécifique qui suppose un certain nombre de règles qu'on appelle des règles d'objectivité. Mais qu'en fait ne nous disent rien du réel. On le voit avec ce paradoxe du rapport au mouvement. Mais qu'on pourrait établir, je pourrais vous en donner des dizaines de paradoxes comme ça, et qui montrent que, en fait, on croit que c'est plus rationnel. Ça me fait rigoler quand je vois des gens qui disent « moi je ne crois en rien ». Je trouve que c'est quand même une des phrases les plus hilarantes du monde moderne, avec des individus qui disent rationnels, athées, je ne sais quoi, enfin toutes ces prétentions, qui sont des prétentions fondamentalement croyantes, et qui là ne relèvent même pas du mythe, elles sont tellement dégénérées qu'elles relèvent de la pure fiction inconsciente. Donc la différence entre le mythe et la fiction, c'est ça. On pourrait dire que la différence entre le mythe et la fiction, c'est un peu la différence qu'il y aura entre une langue vivante et une langue morte. Lorsqu'un mythe dégénère à l'état de fiction, par exemple les mythes grecs qui au départ étaient vécus pleinement, ou même le christianisme, ou le monde biblique était vécu pleinement, comme quelque chose de réellement vrai, si vous voulez, parce que du coup pas réfléchi comme tel. Et c'était à partir de cette évidence qu'on pouvait réfléchir nos valeurs morales, ou d'autres choses qu'on appelait la théologie. Eh bien, lorsqu'un mythe dégénère à l'état de fiction, il est un peu comme une langue morte. Il peut être utile à l'état de patrimoine, il peut être de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, mais moi je donne une éducation religieuse à mes enfants, j'y crois pas du tout, mais d'un autre côté c'est important, du point de vue civilisationnel. » C'est ça, la dégénérescence du mythe en fiction. C'est la religion maurassienne. C'est-à-dire, le christianisme c'est intéressant, mais du point de vue social, du point de vue de la morale sociale, parce que sinon on ferait n'importe quoi. Évidemment, moi je n'y crois pas, mais enfin c'est pas ça qu'on fait. Ça c'est limite ce genre de choses, parce que ça produit une disjonction dans ce que j'appelle, désolé, la distinction que je fais entre adhérence et adhésion. L'adhésion c'est quand je réfléchis, mais l'adhésion elle ne peut que s'appuyer sur l'adhérence, sur quelque chose qui est sûr. Si le son mythique s'effondre, c'est-à-dire ce qui a l'air d'être évident, après je peux bien prétendre que j'adhère à un certain nombre de fictions, par exemple des fictions juridiques, l'homme, je crois à l'homme, etc. Ça engendre une telle dissonance que je finis par être hypocrite. C'est ce qui s'est traduit par ce que j'appelle le schizo-humanisme. Schizo-humanisme, ce sont ces gens qui se disent humanistes et en même temps matérialistes. C'est-à-dire, moi je suis humaniste, moi vraiment je suis humaniste. Mais en même temps, ils considèrent que l'homme n'est qu'un tissu conjonctif, avec des relations moléculaires, même ensuite atomiques, et donc finalement ce n'est que de la matière, mais ils veulent justifier que l'homme est quand même différent quelque part. Comment peut-il être en même temps différent et complètement matériel? Donc ils n'arrivent pas à résoudre ce problème, ils disent c'est parce que je suis humaniste. Comment vous justifiez? Par les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est juste une conséquence. Par essence, comment est-ce que tu le justifies? Comment est-ce que tu justifies cette distinction? Tu établis cette distinction parce que tu veux qu'elle soit là, et donc l'homme finit par devenir une fiction nécessaire pour pouvoir justifier une morale, parce que sinon, ça serait le bordel. Ça c'est limite, parce que quand on n'y croit pas du point de vue de l'adhérence, on finit par constituer une société de violeurs de l'ombre. Quand la caméra n'est pas là, on peut se permettre de faire n'importe quoi, parce que de toute façon, il n'y a plus que la pure exhibition, mais exhibition juste sur autrui, puisqu'on ne croit pas qu'il y a autre chose que ça. Schizoménie, je dis parce que c'est schizoïde. À la fois, je fais celui qui croit en l'homme, et en même temps, je ne peux pas y croire vraiment jusqu'au bout, puisque ça supposerait que l'homme est différent de ceux avec quoi je veux le différencier. Mais qu'au fond du fond, je ne le considère pas en réalité. Et que je mets un masque sur cette non-considération pour pouvoir dire non, quand même, c'est important d'être. Ce que j'appelle schizoménie. Alors, et je ne sais pas où j'en suis parce que moi, vous savez, vous me dites, ouais. Moi, ça monte un peu. C'était quoi? J'ai fait combien de temps là? Une demi-heure entre les groupes. Une demi-heure. Voilà,
c'est comment on débat ensuite, c'est ça? Ouais. Donc je fais 1 heure en tout, ou 3 quarts d'heure, ou je sais pas, non, c'est quoi? Ouais, c'est à peu près. 3 quarts d'heure, 1 heure max, et après... Très bien, parfait. Donc, maintenant venons à l'histoire des sciences. Parce que comme je vous ai dit, pour essayer d'être logique, cohérent du moins, que le récit à travers lequel l'homme se raconte, pour que ce soit un récit cohérent, et pour que ce soit un récit qui ne provoque pas de trop grandes dissonances cognitives, il faut que ce soit plausible. Justement pour ne pas avoir y penser et puis qu'on y croit et que ça détermine une vraie morale. Pas une morale fondée sur des fictions où on finit par avoir besoin de lois pour les imposer, du genre la loi bioéthique. Il faut savoir, c'est de l'éthique ou c'est la loi? Parce que si c'est de l'éthique, c'est quelque chose qui, si c'est une loi bioéthique, c'est une contradiction dans les termes. C'est magnifique cette espèce d'oxymore juridique qu'on a aujourd'hui. Une loi bioéthique. Ce qui prouve bien que c'est schizoïde. Mais bon, passons. En tout cas, l'évolution de la science actuelle, la science, c'est quoi en gros? La science, c'est la somme de ce qu'on croit savoir à un instant donné. C'est-à-dire la somme, ce à quoi on adhère comme un sol d'évidence à un instant donné, et qui est ensuite validé par les êtres humains qui sont devenus les plus légitimes ces 50, 60, voire 100 dernières années, qu'on appelle les scientifiques. Or, je vous disais que pour qu'un mythe continue à être un mythe vivant, c'est-à-dire qu'il permet de nous définir, donc il permet des jeux d'identification, et donc d'exister, d'avoir un désir d'être vraiment structuré, de nous raconter, de nous mettre en scène, et donc d'être heureux finalement, ce qu'on appelle le bonheur, eh bien, il faut que ce soit plausible. Le problème, c'est que les différents sols mythiques correspondant à ce qu'on appelle les grandes religions se sont plus ou moins effondrés. Ils essayent de se recomposer d'ailleurs en se rejustifiant par rapport à la science contemporaine, par rapport à l'écologie, par rapport à la mécanique quantique, par rapport à toute une série de choses, justement pour essayer de rattraper le retard. Ça ne marche pas forcément très bien. D'ailleurs, ça fuit tous les côtés à travers de nouvelles croyances qui sont complètement détachées, qu'on appelle le New Age. Mais en même temps, cette fuite, elle finit par se répandre dans l'ensemble de la société à travers ce qu'on appelle le développement personnel qui finit par devenir un sol d'évidence pour tout le monde, une manière d'envisager les choses, où on a de nouveaux concepts qui sont supposés être compatibles avec la science contemporaine et qui en fait sont des concepts transcendants du genre l'énergie. Vous avez des gens aujourd'hui qui rentrent dans une pièce, c'est devenu, et qui disent « Ah, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise énergie ?» Ce qui ne veut rien dire, mais seulement ça finit par être une sorte d'a priori moral, de manière de se diriger dans la vie, d'exister, c'est une bonne énergie, une mauvaise énergie, j'y vais pas, je le sens pas, et finalement on va avoir tout un vocabulaire. Tu as une bonne énergie donc qui est authentique, l'équivalent de ce qu'on appelait pur jadis. Jadis, mais maintenant authentique, ça fait séculariser alors qu'en réalité ça ne veut rien dire, c'est juste en droit notarial, un acte authentique c'est un acte qui est validé, donc on veut dire que c'est valide parce que c'est valide, c'est tout, donc ça veut dire que c'est pur. Mais sauf qu'on a de nouveaux critères qui nous permettent de dire que qui nous permettent de construire cette nouvelle mythologie. Sauf que rien ne va plus dans les années 80, parce que, si vous vous référez à ce que je vous ai dit au début, c'est quand même, pour pouvoir exister de façon sereine, qu'il y ait une chance qu'il y ait un avant-avant, et qu'il y ait aussi une chance qu'il y ait un après-après, collectif, individuel, à tous les niveaux. Or, il y a un cataclysme qui se produit dans les années 80, début des années 80, même 50, 60, 70, qui est plus puissant finalement, je pourrais en parler, que le darwinisme, l'évolution, etc. On pourrait le résumer dans le livre, un livre assez célèbre, qui est le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, vous n'aimez pas ce livre? Non. Et ce livre, Le hasard et la nécessité, c'est un livre qui va être déterminant, Jacques Monod étant prix Nobel de médecine, mais en même temps, je le prends comme un exemple parmi d'autres, parce que ça pourrait être d'autres livres, enfin, il y a une conjonction. Mais chez Jacques Monod, c'est vraiment résumé, le cataclysme en question. Le cataclysme qui rend, je ne veux pas dire impossible, mais presque impossible de reconstituer une narration cohérente par rapport à ce que je vous ai dit. Donc un désir d'être collectif et individuel. Et là, ça pose un vrai problème de sens. C'est que Jacques Monod nous dit une chose, il donne naissance à ce que j'appelle l'éthique palliative. J'expliquerai peut-être plus tard ce que ça signifie. Jacques Monod nous dit une chose, vous avez entendu parler de ce livre peut-être, certains en ont entendu parler, un petit livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Non? Parce qu'il y a une expression, genre, c'est le hasard et la nécessité, mais ça vient de Jacques Monod. Ça vient des petits idées.
Jacques Monod, il nous dit la nécessité, c'est-à-dire ce que nous percevons comme une nécessité, c'est-à-dire une suite nécessaire dans notre existence, et donc aussi dans l'existence que nous observons autour de nous, c'est-à-dire la Terre, donc le vivant, on va dire dans son ensemble. Ce qui est nécessaire en philosophie, on veut dire quand il y a une suite nécessaire, on veut dire que ça a du sens, parce que ça va dans un sens, parce que c'est nécessairement dans un sens. D'accord? Un sens au sens d'une orientation, même dans la géographie. Hein. Mais une orientation dans la géographie, ça veut dire qu'on poursuit ce sens. Si on poursuit ce sens, c'est qu'il y a quand même une signification au-delà de ce sens seulement géographique. Sinon, on ne serait pas attiré vers un seul endroit. D'accord? Mais lui, il nous dit, Jacques Monod, écoutez bien, il nous dit, le problème, c'est que le vivant, qui effectivement a un sens, c'est ça que je veux dire, la nécessité, en réalité, est issu du hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement préoccupant ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le hasard? Parce qu'il y a plusieurs définitions du hasard. Aujourd'hui, il y a les théories du chaos qui veulent donner du sens au hasard, ce qui est un peu paradoxal. Il y a des théories qui nous disent que le hasard, c'est seulement l'incapacité à percevoir quelles sont les vraies déterminations. Donc on dit c'est le hasard, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les déterminations, c'est trop complexe. Et puis il y a des gens qui disent, comme l'univers est infini, les conditions sont infinies, donc en fait le hasard, c'est le fait qu'il y a toujours une marge du fait même que les conditions sont infinies. Donc plusieurs possibilités pour déterminer le hasard. En tout cas, lui, ce qu'il veut dire par hasard, il veut dire que le vivant n'aurait pas dû advenir statistiquement. Et le vivant, c'est la condition pour que l'humain advienne. Vous êtes d'accord? Car qu'il faut qu'il y ait... ça commence par des organismes unicellulaires, le protozoaire, etc. Et puis progressivement, par des processus de sélection très bien décrits par Darwin et puis par d'autres ensuite, on en arrive à cette espèce de magnifique complexité qu'on appelle l'humain qui finit par se raconter lui-même. Il y a un désir d'être. Mais il dit, le truc, c'est que, à la base, le vivant n'aurait pas dû advenir, c'est-à-dire c'était une chance sur des milliards de 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 milliards, c'est-à-dire autant de chances, telles qu'on le décrit aujourd'hui dans la mécanique quantique. Vous savez que dans la mécanique quantique, c'est pas qu'on dit qu'il n'y a pas de temporalité, c'est qu'on dit que toutes les temporalités sont possibles, mais que nous, par un effet macroscopique de superposition, il n'y a qu'une temporalité, c'est celle qui se caractérise par notre vieillissement. Mais par exemple, si je fais tomber un vase par terre, il y a statistiquement, par des jeux de superposition, presque aucune chance pour que le vase se recompose d'un seul coup, et donc il se recompose jamais, on peut dire. Mais en réalité, il peut se recomposer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle physique qui l'empêche de se recomposer. Mais c'est statistiquement impossible, et donc la superposition statistique à partir de cet infiniment petit jusqu'à nous, fait qu'il y a une de telles superpositions que c'est impossible. D'accord? Donc lui nous dit, c'est en quelque sorte, c'est pareil pour le vivant, c'est impossible que le vivant puisse réadvenir ailleurs déjà, et donc c'est impossible qu'il réadvienne une fois qu'il aura disparu. D'accord? Ça veut donc dire que le vivant est un épiphénomène de l'univers, et même s'il se donne un sens en interne en constituant sa propre nécessité par son processus sélectif, au regard de l'univers, si je puis me permettre cette expression, au regard de l'univers, le vivant ne signifie strictement rien. C'est-à-dire qu'il aura commencé à un moment donné où il n'aurait pas dû commencer, et qu'une fois qu'il aura fini, il ne se reproduira jamais. Donc on peut essayer de mémoriser tout ce qu'on veut, d'avoir toutes les bibliothèques de l'univers, faire tout ce qu'on veut. De toute façon, quand ça sera fini, ça ne recommencera jamais, même du point de vue collectif, même la mémoire collective, même l'immortalité que projetait Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne en disant que le geste d'immortalité, c'était un truc parce que, comme je ne peux pas exister individuellement, j'existe à travers le geste qui va se répercuter dans le regard des autres et donc je deviens un grand homme, entre guillemets. Même l'immortalité qui est projetée par le pessimisme pourtant de Schopenhauer qui nous dit, certes, nous sommes tous mortels, puisque nous sommes tous, nous regardons le fleuve de la mortalité dans lequel tout le monde finit par se noyer, et nous-mêmes, les eaux finissent par monter, nous finissons par nous noyer, c'est l'image de Schopenhauer. Et puis, mais en réalité, ça c'est pour nourrir l'espèce, c'est-à-dire que nous sommes sacrifiés au devenir de l'espèce, mais en même temps, on peut se dire que l'espèce continue ad infinitum, sauf que là, Jacques Monod, il ne nous laisse même pas ça, il nous dit, l'espèce, elle va finir,
Et une fois que l'espèce finira, un jour, toutes les espèces finiront, le vivant finira, il ne recommencera jamais. Et comme dit Kundera, au début de l'insoutenable légèreté de l'être, puisqu'on parle de l'existence, c'est ça qui est insoutenable. Une fois, ce n'est rien. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça n'arrive qu'une fois, qu'est-ce que c'est qu'une continuité narrative? C'est quand il était une fois, mais il va se passer autre chose. À la suite, à la suite, à la suite, à la suite. Et là, d'un seul coup, il y a une suite qui est, d'après Monod, définitivement brisée, parce que le commencement est définitivement incommensurable. Vous comprenez? Donc, il n'est plus possible de reconstituer une narration mythique plausible avec l'avant-avant et l'après-après, si on suit Jacques. Comment est-ce qu'on peut donner un sens à ce qui est entre les deux? Parce que ce qui est entre les deux n'est rien, ce qui est entre les deux est tendu parce qu'il y avait avant-avant et ce qu'il y avait après-après. Sinon, ça n'existe pas. C'est ce qui fait c'est ce qui fait le désir même de s'habiller d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière. Merci. Avec plaisir. Merci. Je dirais, oui, mais j'y suis. J'essaie de résumer des choses assez plus compliquées que je voulais dire en essayant de les résumer pour pouvoir condenser et maintenant vous dire. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec le transhumanisme, et c'est une des parties qui a été assez peu vue, c'est que pour une fois, oui, le transhumanisme, la plupart des observateurs, en particulier français, parce qu'ils ont cette espèce de condescendance française qui pense être plus intelligent que tout ce qui est ailleurs, le monde anglo-saxon, on est tellement intelligent, tellement philosophe, tellement bien, etc. Ils méprisent le transhumanisme et ils finissent par dire leur rêve d'immortalité, c'est vraiment de la connerie. Et pour dire que c'est... Non, on peut passer. Pour dire que c'est de la bêtise, ils vont dire, en fait, c'est de la fiction. Même mieux, c'est de la science-fiction. En gros, ce qu'ils veulent dire, selon ma définition, finalement, naturellement, ils veulent dire c'est de la fiction, de la science-fiction. En gros, c'est pas plausible, c'est n'importe quoi. Et puis même si c'était plausible, ça serait non souhaitable. Ça serait non souhaitable parce que ça nous ferait sortir de ce qu'est l'homme, ça nous ferait sortir de l'essence de l'homme, enfin un homme machinisé, ça serait horrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que une des caractéristiques du transhumanisme, c'est de commencer par dire, bon ben très bien, ils nous disent que tout est matériel. Ben très bien, tout est matériel. Mais allons jusqu'au bout. Si tout est matériel, pourquoi est-ce qu'on serait juste simplement dans cette espèce d'humanisme consistant à se dire que de toute façon tout est foutu à très long terme, et donc l'important c'est de rester ce qu'on est aujourd'hui, de boire de la bière, d'être tranquille, de discuter entre nous, de faire des petits salons philosophiques sympas, mais de toute façon tout est foutu, on donne du sens en interne, on fait de l'art, on essaye d'être heureux dans le temps qui nous est imparti, mais surtout ne changeons rien, parce qu'en toute hypothèse, on n'y arrivera pas, mais si on essaie d'allonger un peu le délai, la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est perdre ce qui faisait le plaisir de la vie. Par exemple, on va plus se nourrir avec de la nourriture, sous prétexte d'optimiser notre fonctionnement organique, on va plus se nourrir avec ce qui nous faisait plaisir. Alors, c'est pas parce qu'on va gagner quelques siècles dans la survie de l'espèce qu'il faut le faire. C'est pour ça que j'appelle ça l'éthique palliative. Parce que qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? C'est l'idée, de toute façon, l'échéance, elle est là à très court terme, donc autant pas perdre ce qui constitue mon essence, le plaisir de la vie, donc on balance un maximum de morphine pour être vraiment bien, parce que de toute façon, je vais mourir là, bientôt. Donc comme j'ai aucun espoir, autant aller jusqu'au bout de ce qui se fait, c'est ça la maison de Gardanne, et c'est bien, hein, c'est constituer une sorte de plaisir de la vie, maintenir son essence, de continuer à prendre une bonne bière, etc. Et finalement, toute l'éthique contemporaine, fondée sur l'idée selon laquelle de toute façon c'est foutu, et la seule chose qui compte, c'est de constituer du sens en interne, puisqu'il n'y a pas de sens externe, donc il n'y a pas de sens au regard de l'univers, eh bien, on va avoir, c'est ce qui explique qu'on va avoir des lois bioéthiques, des trucs auxquels on ne croit pas. On va fonctionner entièrement, quasiment sur des fictions aujourd'hui. Or, les transhumanismes, ils sont intéressants à cet égard,
Parce qu'ils disent tout est matériel, d'accord. Mais si tout est matériel, allons jusqu'au bout de cette logique. Or, il se trouve que dans les stades de l'évolution, jusque-là on avait 2 stades dans l'évolution, c'est super long à expliquer tout ça. Un premier stade qu'on connaît bien, c'est le fait que l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est externe, produit des processus sélectifs chez nous d'adaptation qui vont progressivement améliorer ou complexifier l'espèce. Donc c'est l'environnement qui va avoir un impact sur notre transformation organique, l'adaptation. Puis il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase qui est proprement humaine. Et là, il faudrait parler de le roi Gourand dans le détail, mais je ne vais pas le faire parce que ça serait trop long et ça serait vraiment trop long. Voilà. Mais en tout cas, je vous demandais de me croire sur parole, sinon vous lirez le roi Gourand sur l'outil et toutes ces choses-là. La deuxième phase, c'est qu'à un moment donné, c'est ce qui ferait la caractéristique de l'humain, du point de vue quantitatif, pas du point de vue de ce que j'expliquais comme étant le désir d'être, c'est qu'il va produire une technique, alors que les animaux produisent aussi de la technique, mais l'humain va produire une technique qui va plus vite que les transformations organiques qui lui permettraient de s'adapter à l'obstacle évolutif. C'est-à-dire qu'il va y avoir un obstacle évolutif. Cet obstacle, dans la première phase chez l'animal, il se traduirait par un épaississement de la peau, par s'il fait plus froid, par toute une série de choses. Mais l'humain, lui, il va inventer le pullover avant que sa peau s'épaississe. Il va réchauffer la pièce, il va inventer le chauffage avant que les processus organiques se produisent. C'est-à-dire qu'il va y avoir stabilisation de la morphologie. Et par contre, le départ d'une évolution technologique qui va aller de plus en plus vite. Ce qui fait qu'il va y avoir 2 courbes. Il va y avoir 2 courbes qui n'existaient pas jusque-là. Enfin, plutôt les 2 courbes existaient, mais elles étaient très parallèles et sans une grande augmentation. Vous allez avoir la courbe en fait du vivant dans la première phase de l'évolution organique qui était plus rapide que la courbe technique chez l'animal. Et là, vous allez avoir une courbe de l'évolution technique qui va décrocher par rapport à une stabilisation de la forme, de la morphologie. Vous entendez ce que je dis ou pas? Ouais. Okay. Or, ça va être exponentiel, le développement technologique. Et donc, c'est ce qu'ils appellent la loi de Moore, les transhumanistes. Ils disent, à un moment donné, l'évolution technologique, on ne peut la comprendre qu'à travers la concentration de l'information et l'utilisation, la mobilisation, le stockage et la mobilisation d'informations, ce qui est le propre de l'informatique. Et donc, à un moment donné, ils disent, dans un espace de plus en plus petit, on est capable de stocker et de mobiliser de plus en plus d'informations. Jusqu'au moment où il va y avoir un décrochage complet, entre la courbe d'évolution technique et la courbe d'évolution organique qui bouge presque plus. Donc ils disent, ça provoque un premier risque. Ça. Le premier risque, si on croit à l'intelligence artificielle, et c'est encore un débat, je fais des heures et des heures de cours à Paris, au Collège international de philo sur ce sujet, je n'ai pas le temps de débattre sur la question de ce que pourrait être l'intelligence artificielle relativement à l'ordinateur quantique, etc. Mais en tout cas, ceux qui croient à l'intelligence artificielle se disent, à un moment donné, il y a un tel développement technique que l'homme ne peut plus s'adapter. Jusque-là, il y avait une double adaptation, une adaptation à l'environnement et une adaptation à l'environnement culturel et technique qu'on avait créé nous-mêmes. Ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai dû m'adapter à l'ordinateur, parce que l'ordinateur allait plus vite que ma propre... Ça n'existait pas, même au début de ma carrière universitaire. Enfin, en tout cas, au début de mes études. Et donc ça, c'est allé de façon exponentielle, au point qu'il y a un moment, ils disent, on ne peut plus s'adapter, il va y avoir une autonomie technique, à travers l'intelligence artificielle. Et donc, ce que proposent les transhumanistes, c'est le mythe du cyborg, à ne pas confondre avec l'androïde. L'androïde est l'objet subjectivisé, c'est-à-dire l'objet qui ressemble de plus en plus à un sujet, et donc il y a des caractéristiques subjectives pour pouvoir correspondre à notre désir d'interagir avec lui, alors que le cyborg, c'est l'absolu, mais du sujet objectivisé de plus en plus, c'est-à-dire l'humain qui est de plus en plus machinisé, au point de moins en moins ressembler à un humain, mais d'être quand même humain à la base. C'est les deux. Moi, ce que ma démonstration, mais je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est qu'il y a un croisement entre les deux aujourd'hui qui produit quelque chose de nouveau. En tout cas, l'idée des transhumanistes, c'est pas de dire qu'on sort de l'humanité, c'est de dire que de toute façon, l'humanité, de par la lenteur de son évolution organique
Et la rapidité exponentielle, loi de Moore, de l'évolution technique est condamnée par avance par la technique en quelque sorte, si on croit à l'intelligence artificielle. C'est le paradigme Terminator, si vous voulez, mais sur toutes les articulations possibles, qui n'est pas si stupide sur un certain plan. Donc ils disent, la seule manière de résister à ça, c'est d'anticiper avec notre propre technologie en s'hybridant à la machine. Donc leur idée, c'est pas pour sortir de l'humain, s'hybrider à la machine, c'est de dire que de toute façon on est condamné si on ne s'hybride pas. Ce qui justifie l'hybridation homme-machine. Ce qui justifie l'hybridation homme-machine, contrairement à ce que croient la plupart des gens qui parlent de transhumanisme, aujourd'hui en particulier en France, c'est pas de sortir de l'humanité, c'est de maintenir l'humanité. Parce que de toute façon, c'est foutu. Donc, par exemple, l'implantation de puces pour étendre les capacités d'existence, etc., c'est pour pouvoir anticiper sur l'évolution technique et donc avoir toujours un temps d'avance, puisque c'est quand même nous qui les fabriquons. Et donc finalement, étant nous qui les fabriquons, même si ça devient exponentiel, c'est exponentiel, mais avec nous dans le wagon. Alors que sinon, c'est terminé. Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut favoriser une troisième phase d'évolution, vous retenez ce que j'avais dit dans la première et dans la deuxième, une troisième phase d'évolution, qui serait, cette fois, l'humain qu'on remodifie, mais pas comme dans la première phase. Il n'est ni stabilisé comme dans la deuxième phase, ni il se modifie comme dans la première phase face à l'environnement, mais c'est lui-même qui se modifie pour anticiper sur l'évolution de cette espèce d'environnement au deuxième degré qu'il a progressivement constitué pour se protéger, qu'est la technique. Ça devient compliqué, mais vous suivez, j'espère. Et en anticipant, là, il peut résister. Il peut continuer. Sinon, c'est ça le premier truc du transhumanisme. Le deuxième truc des transhumanistes, c'est qu'ils disent, deuxième grand point, à mon avis, qui me paraît central. Ce qu'ils disent, c'est que, en fait, surtout c'est moi qui dis là, vous voyez. Après, je vais dire ce qu'ils disent sur le sujet. On nous dit que le transhumanisme, c'est de la fiction, c'est en rupture avec l'essence de l'homme, l'humanité. Moi, je trouve pas. C'est-à-dire que l'essence de l'homme, à la base, c'est justement ce que je disais, ce désir d'être dans cette narration, sauf que ça n'a pas été possible jusque-là, or eux, ils croient que c'est possible. En croyant que c'est possible, il y a deux possibilités. Soit ils constituent un nouveau mythe qui permet de se raconter et de créer de la continuité, à partir du matérialisme. Donc c'est pas possible, mais en même temps, ça permet de construire de la possibilité. Et deuxième truc, c'est possible. On ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible, si on est entièrement matérialiste et qu'on observe qu'il y a un décrochage exponentiel du développement technique et qu'on considère que l'homme n'est qu'une machine évoluée. Il faut savoir que soit on est dans la logique de l'âme, soit on n'y est pas, à ce moment-là on peut faire ce qu'on veut. Si on peut faire ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on ne trafiquerait pas jusqu'au bout? Puisqu'on trafique déjà dans la sélection. Le seul fait de la contraception, c'est un trafic du point de vue de la sélection. Donc le rapport entre ce qui est artificiel et pas artificiel, c'est un rapport qui est lui-même construit artificiellement. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trafiquer jusqu'au bout si l'idée, c'est d'être dans une troisième phase d'évolution qui conduirait à autre chose, à faire finalement de l'être humain un être vivant qui n'est pas comme les autres êtres vivants. Donc c'est reconstituer un humanisme, puisque c'est ce que voulait l'humanisme, dire qu'on est autre chose qu'un être vivant, mais à partir du matérialisme. En disant qu'on est dans une phase d'évolution qui n'a été connue par personne d'autre, par aucun autre type vivant, mais à partir du matérialisme. Et en disant, et en refondant en quelque sorte la pensée de Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, en disant, certes, le vivant est arrivé par hasard, donc nous sommes le produit de cette évolution qui n'aurait jamais dû advenir, mais néanmoins, aujourd'hui nous sommes en position de pouvoir résister à l'entropie. D'où d'ailleurs le nom des premiers transhumanistes qui s'appelaient les extropistes. L'extropie, ça voulait dire renverser le sens de l'entropie, l'entropie étant la flèche du temps qui nous désagrège progressivement. Quand on met une casserole d'eau chaude dans une pièce, l'unification des températures, quand on met un être humain dans une pièce, au bout d'un moment, il y a aussi unification des températures, c'est ce qu'on appelle la mort, ça finit par être un cadavre. Quel que soit, même si le temps est beaucoup plus long que par rapport à une casserole d'eau chaude, au bout d'un moment, il se refroidit. Et progressivement, ça finit par constituer, on pourrait dire, il n'y a plus de relief calorifique, c'est la mort. Donc les transhumanistes, ils disent, en fait, la dernière phase d'évolution nous permet de manipuler notre être
en devenant éternellement réparable. Et si on est éternellement réparable, je vous passe sur les différents, parce que là ça serait trop long. Est-ce qu'on est éternellement réparable en tant qu'être d'information, et donc on peut se transférer dans n'importe quel support, puisque nous sommes, notre intelligence et notre être ne serait que mémoire superposée, notre être ne serait que la mémoire, donc il s'agirait juste de sauvegarder la mémoire. Ou alors est-ce qu'au contraire nous sommes matériels, et donc c'est par l'hybridation à la machine que progressivement, à force d'hybridation, on finit par être éternellement réparable et en gardant le substrat qui fait ce que nous sommes, le substrat d'expérience physique. Et donc, en définitive, l'idée c'est de dire on aurait dû disparaître, mais là aussi c'était fort improbable. S'il y avait une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, pareil ce que disait Jacques Monod pour l'apparition du vivant. Et donc c'était encore plus improbable qu'apparaisse une espèce comme l'homme qui soit capable de produire une troisième phase d'évolution qui, elle, fait que l'homme ne serait plus réellement un animal, puisqu'il ne répondrait plus aux critères de l'évolution, puisqu'il pourrait lui-même se modifier et donc se rendre non finalisé, c'est-à-dire ne jamais finir. Alors, ce à quoi d'autres pourront répondre, oui, mais l'environnement dans lequel l'homme va finir, puisque la Terre elle-même a ses propres phases d'évolution et donc le substrat, l'écosystème va disparaître, et au-delà de l'écosystème, ce qu'est l'univers, etc., presque dans son ensemble, ce qu'on appelle, on va dire, les univers locaux, et puis l'univers au sens plus large. Ce à quoi répondent les transhumanistes, oui, certes, mais d'un autre côté, je vous en prie, hein, comme on a dit. Non, c'est pas bien. D'un autre côté, de l'autre côté, ça supposerait de comprendre ce que j'appelle l'ontologie informationnelle, mais bon, mais je ne vais pas passer par là. L'idée, c'est aussi de modifier l'environnement, parce que si on a tout le temps, si on a déjà rien que le temps de durée de l'écosystème, et qu'on n'a plus les phases de passage des générations, qui en réalité sont des phases de perte d'expérience, donc qui ralentissent le développement technologique. Parce que ce qui fait qu'on dit qu'on va s'ennuyer, que c'est horrible la vie, les transhumanistes ils distinguent expansion et extension. Il ne faut pas confondre l'extension de la durée de vie, qui fait peur à des gens qui disent on ne pourrait pas être heureux si on ne mourrait pas, ce qui est un truc qui est complètement délirant, parce que l'homme depuis qu'il est homme, c'est lui qui projette de dépasser la mort. Mais aujourd'hui, où théoriquement ça serait possible, il a tellement été habitué à faire contre mauvaise fortune bon cœur, à faire semblant qu'en fait c'est pas ce qu'il désire et que la mort est structurante, qu'aujourd'hui il finit par dire la mort est structurante parce qu'il ne veut pas y croire. Mais ce que disent les transhumanistes, c'est que quelque part, ce qui nous ennuie, c'est que s'il n'y a qu'extension, c'est ennuyeux, mais l'extension, elle va en même temps avec une augmentation et un accroissement des capacités même perceptibles, donc avec une expansion infinie. Donc une expansion y compris des scénarios possibles dans notre vie. Ce qui fait que c'est jamais possible de s'ennuyer. Parce que ce qu'on considère nous comme étant une vie aujourd'hui, finalement ça serait ennuyeux peut-être pour un transhumaniste dans 10 000 ans, qui aura des capacités de jouir de l'existence à des niveaux et dans des subtilités que nous on n'aurait même pas pu imaginer. Et donc ne pouvant pas les imaginer, on va dire ah, c'est tellement ennuyeux éternellement. Que ça ne veut rien dire par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant une vie éternelle, mais sur une seule ligne qui est la ligne de notre vie, effectivement. Donc il faut distinguer extension et expansion, c'est encore autre chose. Mais je vais finir, voilà. Pour dire, ce qu'ils finissent par dire, c'est que si on a tout le temps, et donc avec une expansion et infinie du point de vue de l'extension de l'évolution technologique, ça veut dire qu'on peut aussi modifier le substrat lui-même. C'est-à-dire qu'on peut modifier l'environnement lui-même. C'est ce qu'on appelle les techno-gaïanistes. Ceux qui veulent modifier l'environnement eux-mêmes, ils disent qu'est-ce que c'est que la physique nucléaire? Nucléaire, étymologiquement, ça veut dire un noyau. C'est la modification du noyau même de la matière. C'est pour ça que je parle, moi, aujourd'hui, de technologie déreconstructive, c'est-à-dire qui déconstruit, qui reconstruit en fonction de ce que l'humain serait susceptible de désirer pour qu'il dure plus. Et donc, à la fin de la fin, ça serait une déreconstruction non seulement du vivant, non seulement de l'homme, non seulement du substrat, mais ça serait une déreconstruction de la relation que nous entretenons même avec l'univers, pour faire de l'univers ce qui n'avait pas été prévu au départ, c'est-à-dire se constituer en espèce qui n'est plus vraiment une espèce, puisque ça pourrait être la seule espèce qui ne disparaît pas, et donc un univers qui n'avait pas de sens à l'origine et qui n'était pas fait pour en avoir, finit par avoir un sens rétroactivement, parce que l'homme lui impose à travers son développement technologique qui n'était pas prévu. Donc, entendez-moi bien,
ce n'est pas la thèse anthropique, non pas anthropique au sens E, N, mais anthropique au sens AN, des gens qui disent le calcul originel qui a permis aux différentes forces, la force électromagnétique, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force d'attraction universelle, qui sont les 4 grandes forces qui régissent l'univers, c'est un calcul tellement fin et tellement précis que finalement, ce calcul, il devait quelque part induire notre existence, on devrait la comprendre. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. C'est pas du tout le principe anthropique, ce que je suis en train de vous dire. C'est que les transhumanistes, ils sont très matérialistes, ils disent non, non, ça aurait pu ne pas advenir du tout. C'est pas pour dire que ça a un sens par rapport à ce premier moment qui finalement est comme l'anticipation de ce qu'on aurait pu être, sinon ça serait pas aussi précis. C'est ridicule de dire ça. C'est ce que j'appelle le mythe du couple parfait. C'est-à-dire des gens, on se rencontre presque tout le temps par hasard, c'est-à-dire sans contrôle, mais les raisons de ce hasard vont être ensuite mis à l'avantage d'une sorte de déterminisme absolu qui justifie notre amour a posteriori. C'est-à-dire que, voilà, on était dans une soirée, finalement, j'étais vraiment mal, et alors j'étais plutôt moche aujourd'hui, donc personne ne m'a invité à danser. Donc finalement, il y avait une nana, personne ne m'a invité à danser non plus. Donc du coup, je me suis mis à danser avec elle. C'est incroyable quand même. C'est vraiment que ça devait advenir, tellement que c'est particulier. Alors que c'est pas particulier du tout, c'est vraiment le pur hasard et un truc complètement à la fois déterminé par la situation. Mais je vais en faire quelque chose qui a du sens a posteriori. Là, le principe anthropique, son problème, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, il y aurait eu un autre calcul, ben, ça n'aurait pas été l'humain, ça aurait été autre chose, et finalement, on s'en fout. Vous voyez? Mais là, on va dire non, puisque l'humain est advenu à partir de cette espèce de truc, et s'il y avait juste une toute petite modification infime, l'humain ne serait pas advenu. Par conséquent, ça veut dire, bon, c'est pas du tout ça que font les humanistes, ils sont beaucoup plus rationnels. Ils disent, non, non, l'humain aurait pu ne pas advenir du tout, c'est pas ça. Le sens n'existait pas du tout à l'origine, c'est pas le principe anthropique. Le sens se constitue rétroactivement, comme en droit, rétroactivement, a posteriori, une fois qu'on est arrivé à imposer notre propre forme, la forme de ce que nous sommes devenus à l'univers. Parce qu'on reste là, on n'en part pas. Et donc, puisque les tenants, on va dire, d'éthique palliative qui suivent Jacques Monod, nous disent il ne faut pas modifier notre essence parce que de toute façon c'est foutu, on leur répond attendez, si vous allez jusqu'au bout du matérialisme et qu'on peut le faire, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, et après tout, on donnerait un sens à cet univers qui n'en a pas. Voilà. Il y a des... Moi je suis en France, si on peut cette bière. Il y a des questions. Vous êtes des alcooliques maintenant sur ce micro. Vous êtes un banquet pas très dionysiaque. Non, bah, c'est un banquet à base de thé. Il y a des questions. Je sais pas. Ah, vas-y, Moi j'ai une question qui concerne en fait. Je sais que vous avez toujours des questions. Comment? Je sais que vous avez toujours des questions. J'ai une question qui concerne du coup ce deuxième moment de l'évolution que vous décriviez, avec cette exponentialité du développement technologique et technique qui créerait finalement un environnement auquel on finirait par ne plus être adapté. Ouais. Mais est-ce que dans ce cas-là, ce qui va constituer un obstacle évolutif ne pourrait pas être résolu de la même façon que auparavant dans la première phase, c'est-à-dire par une évolution organique, parce qu'on a un obstacle évolutif auquel on ne peut plus répondre par simplement la technique. Alors, la réponse là, qui serait une réponse typiquement transhumaniste, c'est que ce qui est devenu un obstacle évolutif pour nous, c'est l'évolution de notre propre technique qu'on n'arrive pas à arrêter. Et donc, par conséquent, si on attend notre évolution, tant que qu'il y a des phénomènes d'expansion, des phénomènes de surprise, et que la narration continue à se raconter, etc., et qu'en même temps, il n'y a pas un rapport à la névrose, parce que le suicide, c'est une incapacité à supporter la mort. La plupart des suicides, pas tous, mais la plupart des suicides, c'est une incapacité à supporter la mort, et donc un sentiment de la provoquer, en la contrôlant, et parfois, ce sont des désirs de vie ratés, qui se traduisent par le fait qu'on meurt vraiment. C'est-à-dire le désir d'exhiber quelque chose, de raconter aussi quelque chose de soi. C'est quand même difficile d'en sortir. Hein. J'ai essayé d'examiner toutes les hypothèses, même dans le rapport à oui, j'accepte ma finitude, je l'accepte, etc. Il y a quelque chose dans ma finitude et dans l'acceptation même de ma finitude qui relève de la trace de l'acceptation de ma finitude. En fait. Chez les humains, c'est quand même vraiment fort. Ça. C'est pour ça que si l'homme n'accepte pas l'évanouissement, donc il n'y a pas d'éthique palliative possible. Si, parce que l'éthique palliative, elle se traduit aussi par une sorte de fiction du jour le jour et par une forme d'espérance sans espoir. Par exemple, il y a des enquêtes qui ont été faites
sur les Suédois qui sont supposés être... c'est la société la plus athée du monde, du point de vue... et en même temps, c'est la société où il y a le plus de mouvements New Age, rapport à la nature, néo-celtisme, etc. Et quand on interroge des gens dans les unités de soins palliatifs avec des cancers en phase finale, etc., on se rend compte qu'ils entrent dans un discours qui finit par être un discours indirectement de continuité dans le rien, mais qui est dans le rapport à la nature et qui projette quand même des choses qui sont liées presque à une structure New Age. Et alors, du coup, enfin, pardon, je ne vais pas monopoliser la parole. Dans cette perspective, la volonté permanente... Attendez, en même temps, juste je vous dire une chose. C'est pour vous dire à quel point j'essaie d'être objectif. Moi, je ne suis pas matérialiste, je suis spiritualiste. Je suis absolument persuadé, je pourrais essayer de le démontrer de façon même assez rapide, pour tout dire. Je suis persuadé que la matière ne se suffit pas elle-même et que même la matière n'est quasiment rien. Donc je ne suis pas d'accord avec les transhumanistes. Moi, je crois à l'esprit. Je crois même qu'il n'y a que l'esprit, en fait. Et que la matière n'est qu'un ralentissement de l'esprit, enfin une sorte d'agrégation de préjugés, mais à un niveau tellement profond que ça finit par créer ce qu'on appelle la matière, dans laquelle on est enfermé par des préjugés qui sont presque... qui prennent l'épaisseur du réel. Mais bon, donc pour tout vous dire, je ne suis pas dans cette optique-là. Pourtant, je la démontre parce que je trouve que l'éthique palliative et l'humanisme actuel est complètement ridicule d'incohérence. Et que pourtant, c'est lui qui fonde l'essentiel des lois bioéthiques, notre éthique. Et alors, si... Que les transhumanistes sont plus cohérents, finalement. C'est ça que je veux dire. Ouais. Si malgré tout on est rétif au transhumanisme et à l'idée d'immortalité, est-ce qu'on ne peut pas garder cette voie intermédiaire où les individus sont mortels, mais leur trace, c'est l'humanité? Ça, c'est Schopenhauer, c'est Hannah Arendt, c'est tous ces auteurs-là. Mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que c'est comme si... Ça nous ferait perdre la lutte contre la technologie. Déjà, ça nous fait perdre la lutte contre la technologie, ça serait la disparition totale, l'anéantissement de l'espèce, de par ce que décrivent les transhumanistes, qui n'est pas complètement stupide. La perte de temps face au problème. Voilà, et puis deux, en réalité, l'idée selon laquelle ce qui perdure, cette voie que vous avez intermédiaire, moi ça me semble être juste faire contre mauvaise fortune, bon cœur, à un moment où on est persuadé qu'on n'est pas capable de toute façon de perdurer individuellement, donc autant faire confiance à l'espèce, à l'histoire, à tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est juste la transposition de plus, et comme on n'y arrive pas, on dit c'est déjà bien. Et finalement ça devient un objectif en soi. Oui. Une question sur... Attendez, il y a un monsieur qui n'avait pas posé justement. Oui, mais la donnée qui a l'air inamovible dans le raisonnement transhumaniste, ça a l'air d'être la courbe justement sur l'accumulation technologique. Mais l'accumulation technologique, il me semble que c'est un ensemble d'actes humains et qu'on a un contrôle dessus qui est concret. Et c'est une attitude face à la technique qu'il faudrait plutôt changer, plutôt que justement accepter, enfin le diktat justement de la technique, puisque le transhumanisme, au final, c'est se regarder à travers les yeux de la technique et dire qu'on est insuffisant. Et alors justement, c'est pour ça, vous avez remarqué, j'ai pris une petite précaution par rapport à ce que vous dites au départ. J'ai dit, si on croit, vous avez remarqué que j'ai dit, si on croit à l'intelligence artificielle. Parce que si on croit à l'intelligence artificielle, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est plus seul, on est face à une technique qui prend son autonomie, y compris une forme de subjectivité, et à ce moment-là, c'est plus pareil. On n'est plus seulement dans se regarder à travers la technique, mais c'est la technique qui nous regarde. Et à ce moment-là, si elle continue avec une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus rapide, il n'y a aucune raison pour que, comme nous, face à un cafard, elle ne veuille pas prendre la place ou réduire un esclavage. Si on croit à l'intelligence artificielle. Maintenant, si on ne croit pas à l'intelligence artificielle, on revient au problème que vous évoquez. Moi j'ai une question par rapport, avec la physique quantique aujourd'hui on est tout à fait capable, on n'en est pas capable techniquement mais on sait par exemple comment se téléporter, c'est-à-dire que se téléporter... Je connais les particules intriquées. Voilà, c'est ça. Oui, je connais bien. En fait on saurait... Je suis un master en philosophie des sciences donc je connais très bien voilà. sur l'indéterminisme. Ouais, et ça me pose quelques questions et ça a à voir finalement avec le transhumanisme. L'idée pour résumer pour tout le monde, ça serait en gros de capter notre structure moléculaire, atomique et physique en fait, et de la transposer ailleurs. C'est ça en gros. Le problème de la téléportation, ça se heurte à une multitude de paradoxes, mais dites-moi votre question. Et bien justement, il y a énormément de transhumanistes en fait qui pensent qu'on pourrait dématérialiser l'homme, le sortir du corps finalement, capturer quelque part notre mémoire, le mettre dans un système informatique
pouvoir par exemple Oui, c'est ce que j'évoquais. susciter du plaisir de manière technique, automatique, en appuyant sur un bouton par la volonté. Désincarner totalement l'homme, et enfin pour moi c'est peut-être réactionnaire, mais qu'est-ce qui reste de l'homme une fois qu'on l'a complètement désincarné? Qu'est-ce qui reste de l'homme une fois qu'on peut le C'est téléporter? ce que j'évoquais très rapidement lorsque je disais qu'il y avait plusieurs versions chez les transhumanismes de l'immortalité, et je disais qu'il y en a une qui est l'immortalité informationnelle, c'est celle que vous évoquez, et c'est ce qu'on appelle parfois d'ailleurs l'immortalité digitale. Moi je préfère parler d'informationnel parce que digital ça veut dire doigt, mais digital ça veut dire qu'on est réduit à une réalité numérique, parce que digital au départ c'était de dire 1, 2 c'est des paquets d'informations, 1, 2, 3, 4, 5, d'où le mot de digital voulant synonyme de numérique. Mais donc cette idée d'immortalité digitale, même de plan d'immortalisation digitale, effectivement c'est finir par réduire l'identité humaine à des socles de mémoire superposés, de plus en plus complexifiés, qui seraient toute notre identité et qu'il s'agirait de préserver en changeant de support, en se foutant du support, etc. Ça suppose une certaine conception de ce qu'est l'être qui serait réduit à sa mémoire. C'est à réfléchir. Je ne suis pas sûr que pour moi l'être puisse être réduit à sa mémoire. Puisque le fait de réduire l'être à sa mémoire, c'est le réduire juste à quelque chose qui est passé, alors que pour moi, ce qui fait la puissance de l'être, pour ça je suis très bergsonien, donc il me semble, si j'ai compris votre question, tendanciellement d'accord avec vous, c'est-à-dire ce qui fait l'être, c'est la spontanéité. C'est-à-dire c'est le fait de pouvoir utiliser sa mémoire pour sortir de ce qui était finalement induit par sa mémoire. Et donc l'identité, elle se redéfinit sans cesse, dans l'infinité des possibles. Mais si on finit par dire l'être, ce n'est que sa mémoire, et donc c'est qu'un enregistrement, ça pose de vraies questions. Par exemple, il y a des transhumanistes qui disent, pour pouvoir être immortel, parce qu'en même temps, il y a des gens qui disaient, voilà, si on meurt, normalement on n'est pas immortel, normalement on est immortel, ça c'est l'immortalité mécanique, je sais pas. Mais en même temps, il peut y avoir un accident, c'est-à-dire on est immortel en principe, parce qu'on est éternellement réparable, et si on a un accident d'avion, je dis ça parce que j'ai peur de l'avion, bon ben on est quand même foutu, mais par accident. On ne peut plus mourir par maladie, par usure, par etc. Mais il y a quand même la mort par accident. Puis il y en a d'autres, ceux qui défendent l'immortalité digitale, que vous évoquez, qui disent, mais en fait, on sera, même quand on est en avion, on sera toutes les 10 minutes téléchargé dans une centrale. Et donc même si on meurt en avion, bon, on aura perdu que les 10 dernières minutes. Et donc en fait, on pourra à nouveau se télécharger sur un autre support, quel qu'il soit. Ça, moi, ça me pose un problème. Déjà, ça pose un problème dans qui est qui. Parce que, est-ce que ce qui est téléchargé en permanence, c'est moi? Ou est-ce que c'est moi qui suis dans l'avion? Alors que mon désir d'être, c'est le désir de continuer à être moi, et donc il y a une forme de singularité. Moi, ça me paraît quelque chose de contradictoire avec toute une série de principes philosophiques, pour ceux qui ont fait un peu de philo, l'identité des indiscernables chez Leibniz, le fait que deux choses peuvent être les mêmes, enfin, ça me paraît contradictoire avec toute une série de choses. Mais là j'ai essayé juste de montrer, à travers le transhumanisme, quelles étaient les incohérences de la bioéthique actuelle, de l'humanisme actuel. Ça ne veut pas dire à un autre niveau que je suis d'accord avec le transhumanisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore autre chose. Mais voilà. Je sais pas si je peux... Oui. Mademoiselle. Ma question, elle est très liée. En fait, est-ce qu'en poussant le transhumanisme dans son extrême, on ne tombe pas dans une forme de spiritualisme? Enfin, on ne retombe pas. Parce que si tout le matérialisme est interchangeable et n'a plus aucun sens, si on veut considérer qu'on peut faire tenir les hommes éternellement, dans ces cas-là, il y a quelque chose d'identique qui reste. Ouais. Et c'est même plus que d'esprit. Donc, mais c'est même plus que ça. C'est même plus. Non, alors, c'est même plus que ça, je pense. Je pense que les transhumanistes peuvent être finalement des spiritualistes qui s'ignorent. C'est une partie du raisonnement d'ailleurs. D'ailleurs, je ne fais pas cours la semaine prochaine parce que je suis prof invité à Louis de Manœuvre sur ce sujet. Mais c'est pas moi. Attendez, c'est pas. Peut-être qu'Alix fait cours, je suis pas sûr. Mais je vais vérifier vraiment là. Je vais être très rationnel pour être sûr de. Vous m'excusez quand même. Vous arrivez à rester humain. Enfin bon, qu'est-ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle justement, c'est une partie de ce que j'appelle l'ontologie informationnelle. C'est-à-dire qu'à force de dire que nous ne sommes qu'information, on peut se poser la question de ce qu'est l'information par rapport à la matière. Puisqu'ils finissent par dire toute matière est information. C'est ce qu'on appelle, à côté de la convergence, c'est pas le temps d'expliquer ça, la convergence NBIC,
nano, bio, information, sciences cognitives, NBC, la convergence BANG, et où on passe de l'acronyme à l'acrostiche. Parce que acrostiche, vous savez, c'est comme un acronyme et qui signifie quelque chose en même temps. Dans son truc BANG, ça signifie quelque chose. C'est une analogie avec le Big Bang. Et c'est bits comme morceaux d'information, A comme atoms, N comme neurons, et G comme genes, les gènes. Et c'est l'idée que puisque nous sommes information, il y a une traduction de l'information, de toutes les formes d'information. Dans notre mémoire, elle est traductible du point de vue moléculaire, atomique, neuronal, etc. Et donc il suffit d'avoir la clé de transfert de tout ce qui constitue le monde, c'est-à-dire qu'un ensemble d'informations, pour pouvoir être immortel et ne plus avoir de fin, en quelque sorte. Donc ce qui supposerait que c'est ce qu'on appelle la physique digitale, pour le tout, c'est une nouvelle discipline, ce qui supposerait que même les lois de physique, qui ont là des lois imparables, sont en fait des programmes, comme des programmes informatiques, etc. Et donc, l'idée que l'homme, c'est un programme informatique parmi d'autres, et tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais continuer sur ce que vous disiez. Je crois du fait qu'il y avait une identité qui se maintenait, on pouvait retomber dans du spirituel. Voilà, et donc finalement, ça pose quand même une question qui n'est pas envisagée par les transhumanistes et moi, que je trouve vachement intéressante, c'est qu'indirectement, ils donnent à l'information elle-même un statut de transcendance, quelque chose de particulier, qui en fait n'est pas réductible à ce qu'on appelle communément la matière. Du coup, ils deviennent spiritualistes sans s'en rendre compte, par une sorte de matérialisme extrême, un peu ce que vous disiez. Donc oui, moi j'ai tendance à être d'accord avec ça, puisque c'est un peu... J'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs sur l'ontologie informationnelle, qui est publié dans la revue Rue Descartes, qui est la revue justement du Collège international des filles. Je parle de ça d'ailleurs, sur l'ontologie informationnelle. Pas m'empêcher de penser. Alors allez-y. Non, mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est de s'affranchir de l'environnement. J'ai l'impression que c'est ça. Alors que pour moi, l'environnement, c'est crucial dans ce que je veux dire. L'humain ne peut pas être pris en formation. Parce que dès que la génétique propose et l'environnement dispose. C'est joli. Comment est-ce que. Enfin, on vient de la faculté de médecine, donc on a un point de vue un peu différent, mais du coup, comment est-ce qu'on peut conserver le monde si on n'a pas. Si on essaie pas de s'affranchir de l'environnement? Mais en fait l'idée que l'environnement comme étant distinct de nous, finalement, c'est une vue de l'esprit. En réalité, l'environnement est en continuité avec nous, c'est-à-dire on a une relation intime à l'environnement. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que je disais à la fin que les transhumanistes, ou certains transhumanistes, visent à modifier la relation que nous avons à l'environnement en modifiant l'environnement lui-même et la relation, finalement. C'est-à-dire l'usage de l'environnement. Ce que font les techno-gaïanistes, c'est-à-dire ce mouvement transhumaniste qui se veut écologique, c'est en quelque sorte de dire, de toute façon, on est allé trop loin technologiquement pour pouvoir réparer en s'abstenant. Donc, la seule chose qui pourra résoudre les problèmes environnementaux, c'est pas moins de technologie, c'est beaucoup plus de technologie, mais réorientée. C'est ce que j'appelle, moi, le paradigme de la station d'épuration. Et, donc, voilà. Et donc, par conséquent, en même temps, il ne faut pas fétichiser l'environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vue surnaturelle de la nature, ce qui est un peu une tendance actuelle. Mais c'est vrai que ce que disent les transhumanistes, c'est que quelque part, puisque l'environnement lui aussi, même si on dure, c'est-à-dire que si l'espèce humaine arrive à se prolonger dans la durée, et que c'est une durée non définie, voire indéfinie, voire infinie, au bout d'un moment, elle va se heurter à la finitude de l'environnement lui-même. Donc il faut gérer aussi ce problème. C'est ça la question. C'est ça la question des transhumanistes. Mais en même temps, est-ce qu'ils veulent s'affranchir de l'environnement? Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent plus que l'environnement est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose à gérer au même titre que leur propre corps. En fait, j'ai l'impression qu'on s'affranchit même du hasard, qui est pourtant l'élément le plus important de. Alors, la question du hasard, je disais au début, c'est une question très compliquée. Parce que moi, je crois au hasard, mais je crois le hasard, pour moi, c'est juste le fait que l'univers étant infini, on est infiniment conditionné. Mais comme on est infiniment conditionné, que l'infini divisé par 2, ça fait toujours l'infini, ça veut donc dire que toute condition, toute chaîne de conditions, peut toujours entrer en concurrence avec une chaîne de conditions qui sera elle-même infinie, ce qui fait qu'on est en permanence comme l'âne de Buridan, qui ne pourrait pas faire quoi que ce soit, mais puisqu'on fait quelque chose, ça veut donc dire que ça ne part pas de ce qui nous conditionne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est
Mais eux, les transhumanistes, ils fonctionnent comme si l'univers était un vase clos. Je pense que c'est un problème. Donc, comme s'il y avait une chaîne de conditions finies, et comme il y a eu une chaîne de conditions finies, ils pensent qu'ils peuvent modifier par une autre chaîne de conditions. Ils peuvent se déterminer eux-mêmes. Moi, je ne crois pas que ce soit possible parce que je pense que l'univers est infini. Et donc, les conditions étant infinies, on peut les arrêter et avoir l'impression qu'on est conditionné en prenant une chaîne plutôt qu'une autre, mais en réalité, on pourrait toujours considérer une autre chaîne possible, et ce qui fait que ça laisse le primat de la destinée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça, effectivement. Je pense qu'ils ont une vision, on pourrait dire, alors puisque je parlais de fétichisation, qu'ils fétichisent le déterminisme, la causalité. Ils en font une sorte de loi presque transcendante. Exactement, et en même temps, s'ils fétichisent le déterminisme, ils finissent par rendre indésirable le fait d'être dans une durée infinie, puisque si c'est pour être dans une durée infinie en étant entièrement déterminé, on ne voit pas quelle peut être. Comment est-ce qu'on peut reconstituer un désir qui constitue le désir de narration, qui suppose justement une forme de détermination, de hasard, etc., d'aventure et compagnie. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai, c'est une question. Monsieur, moi j'ai une autre question, enfin je vais avoir du mal à l'exprimer, mais quand le jeune homme en noir, je sais pas comment il s'appelle, avait parlé... Qui ça? Le jeune homme en noir, là-bas. Quand il avait parlé justement de l'éthique palliative, de l'immortalité, etc., par le transhumanisme, moi j'ai pensé à une chose qui est que, Pascal l'a montré, on a vraiment du mal à appréhender l'infini, du mal à s'y projeter, on a du mal à... Oui, l'histoire du roseau là-dessus. Oui, et en fait, à part dans une... comment on vivrait finalement l'infini concrètement, est-ce que, pour moi, ça serait soit des dieux, soit des animaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de voie moyenne et l'homme, pour moi, ne peut pas tenir psychologiquement dans l'infini. C'est-à-dire que, pour moi, je pense qu'il y a forcément une fin et que soit que l'homme transhumanisé, il sera forcément soit un animal, c'est-à-dire qu'il vivra du plaisir, il se stimulera du plaisir lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Soit il deviendra, je sais pas, il augmentera ses capacités cognitives de sorte que, qu'il serait plus un homme finalement. Mais pour moi, l'homme, ne peut pas être immortel, non? Au niveau de l'identité, de la nature humaine. Regardez même quand vous dites le mot fini, quand vous dites le mot fin, vous avez vu à quel point il est polysémique ce mot? C'est-à-dire quand on dit le mot fin, on veut dire finalité aussi, donc comme s'il y avait un but qui était atteint, et donc finalement, ce but qui est atteint, immédiatement il donne naissance au fait que c'est parce qu'on espère qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que sinon ça n'a pas de sens qu'il y ait une finalité, si cette finalité elle n'est pas constituée dans un plan, c'est la mesure même de finalité. Donc on voit même que quand on prononce le mot fin, en fait on n'envisage pas cette fin comme étant à proprement parler une terminaison. Le seul fait de prononcer le mot fin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'infini? L'infini, il faut comprendre qu'au départ, même le mot des Grecs, c'est un mot vachement intéressant, c'est le mot apeiron, ça veut dire non fini, c'est pas supposé être positif, ça veut dire que c'est pas encore fini. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'envisage comme quelque chose de directement saisi, c'est-à-dire que ce qui est vertigineux, c'est de croire qu'on peut saisir l'infini à cet instant comme quelque chose de global, mais par définition, il n'est pas englobé puisqu'il est infini, il est non fini. Donc puisqu'il est non fini, il est quelque part toujours plein de surprises. Ce qui nous fait peur, c'est que c'est comme s'il n'y avait plus de surprises sur une même ligne existentielle qui durerait tout le temps. C'est pas qu'elle durerait tout le temps, c'est qu'elle est infinie, en même temps qu'il y a les possibilités d'existence multiples qui deviennent elles-mêmes infinies. Il ne faut pas le voir seulement comme une ligne. Et c'est le voir comme une ligne, comme si on pouvait l'englober et la saisir, qui pose un problème. Mais sinon, l'infini, il se construit en fait tous les jours. Mais s'il se construit tous les jours sans jamais s'arrêter, il se différencie tous les jours sans jamais s'arrêter, on ne se pose pas la question de l'infini. On se pose la question de l'infini quand on s'imagine qu'on est absolument fini et que donc on projette l'infini comme étant la continuité de ce qu'on est déjà. Alors qu'en fait, on se modifie tout le temps. Et que si on reste plus longtemps, on se modifie encore plus. Et si on se modifie encore plus, ça n'a rien à voir avec les types d'expériences qu'on a aujourd'hui. Il faut faire très attention. Je vous donne un exemple de transposer ce qui constitue notre manière de vivre aujourd'hui avec tout son schème de désir, qui va rendre indésirables les projections qu'on pourrait avoir sur un autre monde. Par exemple, l'idée que, si on n'a plus à se reproduire, il n'y a plus de sexe, s'il n'y a plus de sexe, où est le plaisir de la vie? J'aurais tendance à être d'accord avec vous, là, immédiatement.
dans ce que je peux éprouver, dans mes désirs, dans l'érotisme, etc. Seulement, la réalité, c'est que ce que j'éprouve aujourd'hui, c'est directement induit par la configuration organique même, par ma configuration organique. Donc rien ne dit qu'il n'y aura pas d'autres plaisirs qui aujourd'hui me sont absolument inaccessibles, et que dans mon érotisme, que je vois comme étant une fin en soi, quelque chose que je ne voudrais pas voir disparaître, mais qu'il n'y ait pas des formes d'érotisme qui pourraient se multiplier, par exemple comme le proposent certains transhumanistes, par la multiplication même des genres, qui est plus seulement homme-femme, mais qui est encore d'autres choses qu'on ne puisse pas imaginer, et donc on peut imaginer des formes d'attirance et d'érotisme qui pourraient se constituer, sauf qu'on n'est pas capable de les imaginer. Pourquoi? Parce que immédiatement, dans l'immédiat, on n'arrive pas à se détacher de ce qu'on éprouve, qui nous fait jouir, et à travers de ce qu'on se raconte, parce qu'on a envie de vivre une histoire avec une femme, avec un truc, etc., avec ce qui nous plaît, avec ce qu'on a construit. Et donc ça devient incommensurable, impossible à envisager et indésirable. Sauf que les désirs, maintenant, ils sont construits déjà par la forme que j'ai, par le fait que je l'ai. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur l'anthropologie de la relation homme-femme. À un moment donné, je faisais mon cours que là-dessus, et où on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a par exemple des modifications morphologiques qui posent des problèmes aux sportifs de haut niveau. Ça a été étudié par exemple Catherine Nouveau, qui travaille en sociologie du sport sur ces questions, parce qu'elles ont le sentiment d'être androgynes alors qu'elles sont femmes, mais elles sont femmes pas comme le désir des hommes est d'aujourd'hui construit, et qui s'est construit pendant des milliers d'années pour un certain nombre de temps, et que la notion du charme féminin, c'est une notion qui est construite aussi dans le regard des hommes et auquel les femmes se sont soumises, par exemple en s'affaiblissant et la faiblesse devenant synonyme de charme. Donc par exemple, le rapport aux talons, les talons qui au XVIIe siècle pouvaient être le propre des hommes, étaient des talons épais parce que ça peut donner de la supériorité. Lorsque c'est devenu le propre des femmes, c'est devenu des talons aiguilles pour provoquer une sorte d'instabilité sur les talons qui donne plus de force aux hommes. Ou le corset, ou la taille fine, ou au Japon par exemple le fait de mettre des robes beaucoup plus serrées pour donner une démarche qui est chancelante, où on est quasiment sur le point de tomber, pour donner le sentiment à l'homme qui lui au contraire, exactement le contraire au Japon, a un kama énorme pour pouvoir montrer qu'il peut marcher comme ça, et qui du coup permet aux femmes de marcher mieux, alors qu'en fait on a organisé leur faiblesse qui constitue leur charme. Donc ça veut dire que là, ce qui va constituer notre désir, c'est une construction sociale, et bien le rapport même qu'on a à ce qu'est un corps féminin, à ce qu'est un corps masculin, c'est aussi une construction. Je pense qu'à un moment donné, c'est extrêmement difficile de sortir de nos prénotions sur le monde social, comme dirait Durkheim, mais c'est peut-être encore plus difficile de sortir de nos prénotions sur le monde biologique. C'est-à-dire sur ce que nous sommes, sur ce qui est construit dans nos instincts mêmes. Donc même le désir sexuel, qu'on voit comme étant une fin en soi un truc absolument impossible, enfin je veux dire, un petit coup, en même temps désir sexuel et tout, puis ce monde c'est tellement génial, enfin non, mais on ne sait pas ce que ça voudrait dire, une expansion au-delà de l'extension. On ne sait même pas ce que ça voudrait dire. Donc est-ce qu'on peut en juger? On n'en juge que par rapport à ces critères qui constituent les critères de notre vie finie, à laquelle on s'est attaché au même titre que les femmes s'étaient attachées au sentiment de leur infériorité au point d'être majoritaires à voter contre le droit de vote pour les femmes après 45. Parce qu'effectivement, les droits civiques eux-mêmes n'étaient pas envisagés par elles comme étant quelque chose de possible. Enfin, c'est pas le rôle des femmes. Eh bien, nous, on peut imaginer la même chose en l'étendant aux hommes, aux humains aujourd'hui. Enfin, c'est pas le rôle des humains de pouvoir percevoir autant de choses et de machin, etc. Ça ne nous ferait plus être humain. Je ne sais pas ce que ça veut dire être humain. Pour moi, la caractéristique de l'humain, c'est le rêve de dépasser son animalité. C'est ce qu'on trouve dès l'origine dans les grottes. Maintenant, si dépasser son humanité, ça passe par ça, peut-être que c'est pas désirable pour nous aujourd'hui, peut-être que c'est pas désirable tout court, mais ça n'a rien d'inhumain en soi pour moi. C'est typiquement humain, au fond, ce type de rêve. Ouais. Vous défendez du coup la viabilité de l'existence éternelle en disant qu'il y aurait un changement des chaînes de désir. Est-ce qu'on ne peut pas retourner la réflexion contre vous en disant que justement le changement des chaînes de désir ferait que le désir de finitude serait le désir le plus absolu, le plus tabou, le plus attirant d'une existence éternelle? Est-ce que tous les cyborgs ne vont pas finir par se suicider? Peut-être. Parce que une des questions pour moi qui pourrait provoquer effectivement le suicide des cyborgs, si on en parle comme ça, c'est la diversification des formes. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais envie de dire, la diversification des formes, ça fait que, en fait, si on veut continuer à vivre ensemble sur une scène, il faut qu'on continue à se ressembler quelque part, ne serait-ce que pour pouvoir faire les malins.
pour pouvoir prétendre être supérieur, inférieur, se comparer, être gentil, pas gentil, etc. Et le problème, c'est que si on est dans une société où chacun peut choisir des morphologies qui sont liées à leur désir, il va y avoir une telle diversification morphologique qu'il va y avoir perte de la mise en scène qui est source d'empathie, d'amour, de machin, etc. Et à ce moment-là, il va y avoir perte du désir d'être, du désir même d'exhibition, qui est la structure même du mythe. Et à ce moment-là, oui, il pourrait y avoir une sorte de suicide massif issu de dans ce sens-là, pour moi. Parce que la ressemblance, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'esthétique, c'est ce qu'il y a de plus profond. Je n'ai pas le temps d'expliquer exactement pourquoi, je l'ai un peu expliqué en théorie de la connaissance, mais il n'y a pas plus profond que l'esthétique, paradoxalement. La superficialité n'existe pas, puisque dès que je crois que c'est de la peinture, j'arrache la peinture, et notre superficialité. Donc la seule chose qui compte, c'est l'ensemble dans lequel cette superficialité fait sens. Sinon, il n'y a rien de superficiel. Mais dès lors, est-ce qu'on peut envisager juste une expansion? Vous en parliez, c'est-à-dire qu'il serait une augmentation. Mais l'expansion, c'est pour ça que j'emploie expansion. Parce que l'augmentation, c'est pas seulement quantitatif. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas uniquement concevoir, s'il n'y a que superficie, une extension? Et que donc, il n'y aurait pas d'expansion derrière. Il n'y aurait pas. Seulement la durée de vie. C'est ça. Seulement une durée et que derrière. Sauf qu'en l'état actuel de notre structure organique, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une modification assez fondamentale de notre structure organique qui a une durée de vie limitée relativement à ce qu'on appelle le télomère. Comme vous le savez, je pense, si vous avez étudié en médecine, ce qu'on appelle le télomère qui se réduit chaque fois, tac, tac, tac. Et donc, il y a 3 types de cellules dans l'organisme, les cellules somatiques et les cellules sénescentes qui n'ont plus de télomère parce que c'est arrivé jusqu'au bout, et les petits points quand on est un peu vieux, et les cellules séminales qui sont les cellules sans âge qui sont détélomérisées. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs un enfant a un âge qui est à 0, même si j'ai 40 ans, je le fasse à 20 ans ou à 40 ans, alors qu'il est parti de mon organisme. En fait, on ne réfléchit jamais à ça, mais c'est théoriquement impossible, c'est une partie de mon organisme. Donc, compte tenu de la structure de notre corps aujourd'hui, de son fonctionnement et de ne serait-ce que cellulaire avec le télomère, c'est impossible s'il n'y a pas une modification profonde de l'organisme. Non mais je veux dire, du coup, est-ce que le transhumanisme ne se fonderait pas en pensant qu'on peut procéder à une expansion et non pas juste simplement une extension de la vie? Et moi je pense que l'extension et l'expansion vont de pair, c'est-à-dire que c'est parce qu'on arrive à étendre du point de vue de la longueur qu'en même temps on est dans un processus d'expansion du point de vue des capacités qui permettent à cette longueur d'advenir. Pour renverser la question que vous posiez en parlant de la diversité, le fait qu'on n'ait plus de points communs, est-ce qu'on risque pas aussi de tourner vers l'inverse, une unification complète? Parce qu'on voit qu'actuellement la tendance de la technique, c'est standardiser les procédures, Ouais. Alors moi, je sais, définir les ça c'est la plupart. Là, ça c'est ce que disent la plupart des gens. Moi je dis le contraire. Justement, je parle. La question de la diversification, c'est celle qui n'est pas vue d'habitude. Moi je pense que le risque est la diversification. Alors que la plupart de ceux qui sont obsédés par le clonage disent c'est l'uniformisation. Moi je ne crois pas ça. C'est pas comme ça, c'est plutôt la question de. Enfin, le transhumanisme, vous parlez d'expansion, c'est l'optimisation des capacités humaines, et on risque de tomber sur une solution qui optimise. Ouais, non, mais c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est par exemple l'individu qui veut être joueur de tennis, il veut dire moi je veux avoir un bras qui est plus efficace pour jouer au tennis. Et donc on est dans une prothétique qui est de moins en moins une prothétique mimétique. Jusque-là, l'idéal de la prothétique, c'était d'essayer de ressembler au maximum au membre originel. Et de plus en plus, c'est être efficace, et plus efficace que ce qu'était le membre originel. On l'a vu avec Oscar Pistorius, qui est une. Et puis la deuxième prothétique, c'est la prothétique. Le deuxième caractéristique, c'est la prothétique branchée. Et comme une des définitions les plus optimales de ce qu'est un corps vivant, c'est le périmètre nerveux, et qu'il y a, avec le procédé qu'on appelle l'électromyographie, le branchement par exemple d'une main artificielle sur les nerfs, on peut se dire qu'il y a une évolution, une évolution du périmètre nerveux en dehors du patrimoine génétique, et donc avec des temporalités qui n'ont plus rien à voir avec l'évolution génétique. Et la possibilité dans des ateliers de fabrication de fabriquer des mains qui seraient plus adaptées à jouer. Aujourd'hui, il y a un type qui dit « Ah, mais moi je joue mieux avec ma main artificielle. » Vous verrez, à la batterie, parce que c'est plus puissant, c'est plus... Alors aujourd'hui, c'est encore un peu limite, mais dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, ben, ça pourrait être vraiment plus efficace pour jouer à la batterie, vraiment plus efficace pour faire ceci, cela, et donc en fonction de l'évolution des désirs des gens, il va y avoir des diversifications avec des boîtes qui vont être capables de fabriquer, parce que l'idée, l'uniformisation
L'uniformisation, c'était la révolution industrielle, première mouture. Aujourd'hui, c'est la possibilité, avec des process qui ont l'air d'être plus ou moins les mêmes, de fabriquer des choses très différentes. Donc, oui, vous disiez? En fait, j'allais ajouter par rapport à l'extension et l'extension. Ça se, pour un exemple concret, à comprendre, c'est, on le voit en médecine tout le temps, quand on voit des personnes dans des états gravataires et on les répare, on met des prothèses. Et Enfin, qu'est-ce qui reste? en fait, c'est pas ce qui reste, c'est simplement la personne meurt quand même. Oui, bien sûr. Tout à fait. Parce que c'est l'ancienne prothétique. Et ce que proposent les transhumanistes, c'est de dire oui, ben, l'ancienne prothétique, elle est fondée sur le remplacement. Elle n'est pas fondée sur l'augmentation. Elle est fondée sur le fait d'essayer de revenir à un état initial qui forcément est condamné d'avance. C'est ça leur idée des transhumanistes. Mais ils disent là, l'idée, c'est même d'anticiper, c'est qu'on remplace avant que ça s'use. Et on remplace tout le temps. C'est-à-dire qu'on remplace même ce qui devient de plus en plus central. C'est-à-dire qu'à la fin, on meurt pourquoi? À la fin, on meurt parce que, évidemment, ce qui constitue les organes dits vitaux ne sont pas l'objet de prothèses, ou moins de prothèses qui sont toujours, encore aujourd'hui, beaucoup moins sophistiquées que nos organes vitaux en tant que tels, mais eux, ils disent, au bout d'un moment, avec les nanotechnologies, les processus de réparation vont être tellement performants que le cœur lui-même sera plus performant. Enfin, c'était même le rêve de, comment il s'appelle, les gens qui ont commencé, c'est typique de la convergence NBC, le passage de la médecine, qui n'est plus seulement une médecine au sens biologique du terme, mais avec de l'ingénierie aéronautique, comment il s'appelle, la société Carmat, vous en avez peut-être entendu parler, avec le cœur, qui est un cœur complètement intégré à l'organisme, avec un prof de médecine qui travaille avec des ingénieurs en aéronautique. Alors pour l'instant, ça ne marche pas entièrement. Cette espèce d'intégration, même au système nerveux, avec tous les problèmes de rejet qui existent, etc. Mais eux, ils disent de toute façon, ça ne marche pas maintenant, mais c'est même pas la question. La question, c'est que de toute façon, la vitesse d'évolution technologique est exponentielle. La médecine a été une des sciences les plus lentes dans l'histoire des sciences, pour toute une série de raisons, en raison des modes d'expérimentation qui ne fonctionnent pas pareil qu'en physique, ce qui fait que toutes les lois de la physique quantique, qui sont des lois extrêmement complexes, se sont déployées dès les années 30, des années 20-30, alors que la médecine, encore dans les années 80, la iatrogénèse médicale nous montrait que sur un cancer des poumons en phase 3, il valait mieux ne pas suivre la procédure, mais qu'il y avait, c'était fait aux États-Unis, c'était interdit la iatrogénèse encore dans les années 80, dans les facs de médecine en France, mais qu'aux États-Unis, on voyait que les gens qui acceptaient, qui refusaient en prenant des protocoles, gens qui acceptaient, qui refusaient le protocole, il y avait une durée de vie supérieure à ceux qui refusaient le protocole. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore très bien exactement ce qu'est une migraine, même si on a une étude d'hypothèse, etc. Donc la médecine a évolué très lentement, mais aujourd'hui, il y a un décrochage de la médecine au sens organique du terme, par rapport à l'évolution des techniques, ce qui d'ailleurs fait bondir un certain nombre de chirurgiens qui disent c'est plus la vraie médecine, c'est plus le truc, c'est plus le machin. C'est un sujet que j'aime beaucoup, je connais un peu la sociologie du monde médical, l'hôpital, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a un vrai décrochage avec une technoscience qui est en train de fonctionner plus vite que même la capacité de réaction des médecins, qui se sentent en quelque sorte dépossédés avec des vraies luttes aujourd'hui dans cette espèce de dépossession. Je pense à la télémédecine, je pense à toute une série de choses, mais qui de toute façon est irréductible. Et donc, à un moment ou à un autre, la jonction elle est déjà plus ou moins en train de se faire, elle va se faire, et les médecins vont de plus en plus être des ingénieurs ultra spécialisés. Et qui ne seront plus le médecin avec cette espèce de statut général où on a ensuite une spécialisation, etc. C'est ce qui vous pendait, je veux dire, à moyen long terme, de toute façon. Aujourd'hui. À mon avis, tel que l'évolution des choses présentes. Mais ça a été ralenti pendant très longtemps. Je vous conseille de lire un livre que j'ai écrit avec Jean Bouvéro, qui s'appelle Sacrée médecine. C'est sur la critique du pouvoir médical. Comment? Ah, c'est qui vous l'a conseillé ce magnifique bouquin? Ah, mais c'est Pierre Lecoz. Ben oui, non, mais ça, c'est très très bien. Prenez tous les livres que vous conseille Pierre Lecoz. Saluez-le de ma part alors. C'est un très très bon ami. Je trouve que si on en parallèle, ce que vous avez dit pendant votre présentation et ce dont on parle ici dans la discussion, au final le problème, je vais les guillemets parce que pour moi ce n'est pas un, mais qui est posé par Monod, finalement on n'y répond pas vraiment, puisque lui dit la vie, en tout cas telle qu'on la connaît, est là par hasard et elle est amenée à disparaître.
Et donc vous avez parlé de l'éthique palliative, de ceux qui vont dire ah, bah, je veux garder ce que je considère comme étant mon intégrité pour profiter des derniers instants. Mais je pense qu'à travers tout ce qu'on a dit ici, dans un sens, le transhumanisme, ça serait aussi une forme d'éthique palliative, dans le sens où bah, je vais essayer de continuer à perpétuer mon existence, finalement pour en profiter le maximum possible tant que je peux, en visant vers l'immortalité, je pense quand même un énorme fantasme. Et c'est je pense que le transhumanisme... c'est un fantasme au sens étymologique, c'est une image. Oui, mais exactement, mais je pense que du coup, mais ça veut pas dire que toutes les images sont pourquoi vous fausses. opposez en fait, cette éthique palliative au transhumanisme, parce que je pense Mais qu'il je vous réponds. y a vraiment un lien et une similarité. Alors, d'abord, Jacques Monod ne pose pas de problème. Il dit juste c'est comme ça et c'est foutu. En fait, il ne pose pas de problème, il dit que ça ne peut pas être surmonté. Pour lui, c'est réglé. Quoi. Donc, c'est même pas en termes de problème. Deux, les transhumanistes, ils postulent que ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'on va ne jamais s'arrêter. Et tout le temps en s'améliorant. Donc si on ne s'arrête jamais tout le temps en s'améliorant, ça veut dire, contrairement à ce que disait Jacques Monod, à un moment donné, c'est fini. Donc c'est comme s'il n'avait existé, ça n'avait jamais existé. Le fait que ça ne s'arrête jamais, ça fait qu'en réalité l'histoire continue, l'histoire continuant, on peut continuer à se raconter et en fait, il n'y aura jamais de rupture, donc il n'y aura jamais de non-sens. Alors que pour l'éthique palliative, ce que j'appelle moi l'éthique palliative, il n'y a que moi qui appelle ça comme ça, je ne vais pas le généraliser trop, je ne veux pas que vous pensiez c'est que, pour la bioéthique, c'est que de toute façon ça va s'arrêter, donc ça n'a pas de sens parce que ça va s'arrêter, et donc autant garder ce qui font les caractéristiques morphologiques dans lesquelles on est bien, parce que sinon, à quoi ça servirait de faire une transition qui pourrait, comme on pourrait dire dans les unités de soins palliatifs, on ne fait plus de soins palliatifs, on fait quelque chose qui va heurter la personne, qui va lui faire mal, alors qu'à la fin, de toute façon, on sait que c'est fini. Donc, autant essayer de faire en sorte d'être bien, c'est ce que fait l'éthique palliative, et donc elle protège au maximum ce qu'elle appelle, ce que vous avez appelé, ce qui est vrai, l'intégrité, l'identité, le fait de ne pas souffrir, le fait, etc., etc., etc. Eux, ils disent non. On peut, non pas faire de l'acharnement thérapeutique, mais une transformation véritable de ce qui constituait même notre finitude. Et ce qui fait que ça donne un sens à cet univers qui n'était pas fait pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est un sens qui est rétroactif. Donc c'est très différent quand même. Mais est-ce que vous y croyez justement à ça? Ah mais moi j'ai pas dit que je suis pas en train de dire que c'est très différent Si du je point de pose vue la éthique. question à vous par exemple, est-ce que vous y croyez? C'est pas a priori non plausible, quand on regarde sur le fond, c'est pas a priori non plausible, on pourrait penser que c'est un fantasme si on est entièrement dans les critères qui définissent ce qu'on est supposé penser aujourd'hui par rapport à ce qu'on sait. Mais c'est pas a priori non plausible, néanmoins, n'étant pas matérialiste, en fait je pense pas qu'on ait besoin de ça pour être immortel, pour dire la vérité. Je pense que la seule preuve de l'immortalité, ou du moins d'une forme de transcendance, c'est que je radicaliserai la position de Kant par rapport à son postulat de la raison pratique, en disant, il y a une preuve simple, c'est que le réel est impossible. Pourtant le réel est. Mais le réel est absolument impossible. Il est impossible puisque le réel, ce qu'on connaît du réel, c'est les rapports de cause à effet qui nous permettent de nous déterminer dans le monde, etc. Or, si on va jusqu'au bout de la notion de cause et d'effet, on se rend compte qu'il faut soit qu'à un moment donné, il y ait un chaîne de causes qui est commencé, mais s'il y a un chaîne de causes qui est commencé à être des causes, il faut supposer des causes qui ont produit ces causes, donc c'est pas possible. Ou alors soit on suppose que de coup il n'y a pas eu de première cause, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un temps infini dans la série des causes, et s'il y a un temps infini dans la série des causes, ça veut dire qu'un temps infini, divisé par un temps infini, ça fait toujours un temps infini, ça veut dire que notre événement et notre réalité ne peut pas advenir puisqu'il y a un temps infini entre le passé et nous. Donc on ne peut jamais advenir puisque c'est un temps infini. Donc c'est même pas compréhensible. Ça veut donc dire que si on va jusqu'au bout de l'idée de cause à effet qui est la seule, qui est finalement notre réel, c'est impossible et pourtant c'est. Donc il y a autre chose que ce que nous percevons comme étant réel qui ne peut pas être réduit, ne serait-ce que pour faire exister ce réel. Pour moi c'est une preuve absolue, mais qui me regarde, et qui est irréductible. Tiens, le réel est impossible, pourtant le réel est terminé. Je n'ai pas à réfléchir à autre chose. Maintenant, les transhumanistes, justement, ils disent, au contraire, le réel est parfaitement possible, il n'y a que le réel. Donc ils partent d'un raisonnement très différent du mien. Ils sont dans puisque je parlais de fétichisation, la fétichisation des rapports mécaniques comme n'étant que ça, la fétichisation de l'information comme n'étant que ça, de l'être comme n'étant que de la mémoire, etc. etc. Voilà. C'est bon? Parfait, génial.
Merci. Merci à tous.